malaisé encore par un enfant. Maudit enfant. Mais moi, j'ai pas vu ça passer. arrivé, Je sais même ça? pas ce qu'il faisait. Ouais, c'est un petit gars de 11 ans qui arrêtait pas de répéter qu'il avait juste 11 ans puis qui écrivait, il spammait. Tu sais, il spammait pas malicieusement, mais parce qu'il commentait. Tu sais, quand t'écris 3 mots, puis il commentait tout, puis pour les questions, puis ça nous spammait, ça nous distrayait un peu, puis c'était pas... En tout cas, c'était un peu... C'était un peu weird. Mais j'ai mis une restriction sur Twitch parce que tu peux. Je savais pas. Parce qu'on est rendu Twitch affilié. Oh. Je pense que ça Big veut dire. deal. Oui, Ça veut dire que le monde peut payer. Salut François. Les gens peuvent payer peuvent payer un abonnement sur Twitch. Oui, c'est vrai. On peut avoir des bidous. Puis des bidous, bits, genre. Des puis bits, puis des shit. Follow, puis toutes ces affaires. Toutes ces affaires-là. Ouais. on n'est pas des vieilles personnes du tout. Hey, man, Mais je regardais les options en fin de des semaine. follow. J'étais comme... Asti, je me sens vieux. Là. J'ai demandé à Mathieu Niquette de décider pour m'expliquer c'était quoi. Parce que je comprenais rien. Parce que lui, il a commencé à twitcher pas mal depuis un bout. Oui, c'est vrai. Puis en fait, il a quand même un bon following. Ça va bien ses affaires. Puis là, je pense que c'est samedi, je me suis assis avec pendant 2 heures. On n'a pas parlé de ça pendant 2 heures, mais on a en masse parlé de comment ça fonctionne. Puis c'était un petit peu mélangeant. Mais, Fun! yes. Bon. J'éteins mes cheveux pour on ne voit pas. God damn it. Non, je les ai vus, j'ai remarqué. Ok. Mais ils sont mauve. Mauve, ils sont un peu délavés sur le stream, par exemple. Mais pas Oui. tes cheveux, Non. le rendu. Ouais, parce que j'ai chié mon blond, puis j'ai couvert avec du mauve. Et voilà. Je te rassure, Jean, je vais enlever le pré-show de ta face dans pas long. Pas de problème. J'ai déjà vu ça d'en face à Simon, d'ailleurs. Il y a Julien Paris-Sorel qui dit belle tasse de Star Trek, Marilyn. Je pense qu'il fait une blague à mon égard. Friendship over. Ouais, non, c'est parce que j'ai dit Anthony Daniels, le gars qui jouait dans Star Trek, genre la semaine passée, puis ils me l'ont pas laissé. Ils me l'ont pas laissé passer. No. Non, ben je sais bien. Fini par mélanger des affaires, là. Non. Ben, c'est tout dans l'espace. C'est tout à la même place. Les étoiles. Dans les étoiles. La guerre des étoiles. Ok. Je checker ça ici. On n'entend pas Bastien. Good. Non. Bastien qui est en train de streamer, genre, comme 25 000 followers. Non, il n'est pas en train de streamer. Il joue en ligne, Étienne. mais il n'est pas en train de streamer. D'accord. Il est en train de manger les biscuits qu'il a fait lui-même, maison. Ok. C'est délicieux. Bon. Tu manges-tu les biscuits de ton gars? Genre, comme tu vas te lever dans la nuit pour manger les biscuits de ton gars? Chut. Oui, c'est comme les bonbons d'Halloween, puis les... Ils s'en souviennent même pas. Ben là, il va C'est meilleur pour leur santé. C'est ça, c'est parce que tu penses à ton kid. Oui. C'est ça, ouais. Je suis sûr que c'est pour ça. Il faut que ça serve, ces enfants-là. Ben oui. J'en ai Mais pas. n'ayant 4, là, tu peux parsemer ce que tu prends. Fait que ça paraît moins. C'est ça ta technique, hein? 4. Ouais. Tabarnak, 4, wow, quand même. Je suis fatiguée. C'est pas mal. Écoute, le quatrième, Est-ce qu'ils se gardent tout ensemble maintenant? ça a fait, c'est fini, c'est assez, correct. OK. Ferme la shop. C'est comme un écosystème d'aquarium. Il y en a certains qui mangent des viandes des autres. Là, C'est une métaphore, bien sûr. Oui, c'est une métaphore. Là, c'est pas... Ouais, on partage des affaires qui peuvent durer. Mais, ouais, c'est ça. Le dernier, il mange juste ce qui tombe à terre. Les miettes. Là. Oh. Je me suis fait de la peine moi-même. Oh. Merci, Julien. Je me demandais si t'allais le voir. Ben oui, je vois ça, tout ça. Oui, les invités voient toutes les notifications. J'ai essayé de voir si on pouvait les enlever, là, parce que c'est justement gossant pour ça me dérange pas. Je suis comme pas habitué de... J'écoute votre show dans l'auto. Fait que là, c'est quasiment un défi de l'attention. C'est bien tough de... Ouais. C'est ça que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a comme beaucoup d'options que vous voyez, que moi je vois. Tu sais, j'ai un contrôle un peu plus important, mettons, là, parce que c'est moi qui pars le stream puis j'ai le truc admin. Mais toutes les informations, tu sais, le nombre de personnes qui regardent sur les 3 plateformes,
les images de tout le monde, le chat, tout le monde voit tout. Fait que c'est comme ben des affaires à regarder la première fois. Là, c'est un peu mélangeant. Là. Puis ils n'arrêtent pas de rajouter des options. Ils en ont rajouté d'autres là, récemment. Là. Tantôt, j'ai ouvert le stream puis j'ai une nouvelle option qui va être super pratique. Ça enregistre individuellement aussi les tracks. Ah. Donc, mettons, s'il y a quelqu'un qui est plus bas au niveau du volume, je peux après l'ajuster si les tracks séparés. Ça, c'est bon. Il y a d'autres services qui l'offraient, mais celui-là, c'est la première fois qu'ils commencent à le faire. Puis ça, j'aime bien ça. C'est là. C'est fun de te revoir, Simon. Allô? Oui, je faisais un petit bout. Personne parle de mon chandail de Adlib. Oh, je l'ai pas fait. Ah, ben non, je vois. Je l'avais pas vu. Ça n'a pas marqué. La culture wow. pop. Oui, l'ensemble. C'est l'ensemble de la culture populaire. Mais cette semaine, moi et mon amoureux, on se demandait si on pouvait... Il s'est souvenu de Fido Dido. Oui. Puis là, je pense qu'on peut-être allé à la chasse au t-shirt de Fido Dido. C'était-tu cool, Fido Dido, dans le temps? Sûrement pas. Hein? Ben, c'était un kid, oui. I guess que oui. Parce que tu savais pas que c'était une mascotte d'une corporation. J'avoue, mais tu sais, t'étais pas genre, je suis vraiment cool avec mon t-shirt de Fido Jake Dido. m'a parlé de ça. Ce n'est pas une mascotte d'une corporation. Ça a été prêté à 7-Up, mais c'est vraiment la propriété de quelqu'un. Ah. Je me souviens qu'à par la suite, j'avais vu les espèces d'intertitres qu'il y avait entre les épisodes jeunesse. Là. Puis c'était Fido Dido. Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait là, tabarnouche? Puis finalement, c'était juste la personne qui avait créé Fido Dido avait un contrat pour faire les intertitres. Il était juste bien associé à 7-Up. Ouais. Mais j'avais une figurine de Fido Dido là, que tu peux comme... en métal, là. Un genre de comme Gumby, un peu. Ouais. Je l'ai encore, d'ailleurs. Non, je l'ai mis dans... Très Axel. Qui dit que c'est cool, Fido Dido. Ouais, Axel, pas sûr. On n'a peut-être pas la même définition de cool. OK. Êtes-vous prêts? On est prête? On pourrait commencer ça? Oui. Excellent. On va mettre ça sur ma face. Excellent. Un petit backup sur le côté à droite. On y va. Émission 689. Cette semaine. Anthony Daniels, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez les Mystérieux étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis pas en studio. Non, pas en studio, pas un Christy de Bête. Je suis entouré d'une équipe dont les membres se disent... T'es chez vous? Ouais, de chez nous. Ouais, c'est long un an à parler à une cafetière. Je les présente à l'instant. Le premier se demande « Where is the love? » pour Cocoon 1. Hein? Commande Disney+. Simon Chénier est avec nous. Pourquoi il n'y a pas de Cocoon 1 sur Disney+? Le 2 est là, mais pas le 1. J'ai aucune idée. Peut-être que c'est un autre studio. J'ai pas enquêté. Là. Non. C'est quand même weird. On a le droit de savoir. On veut savoir ce qui est arrivé à Cocoon 1. Genre. La deuxième, c'est un peu ce qui arrive à Ramona Flowers quand elle devient une herboriste. Marilyn Brisebois. Oh, wow! Bonjour! J'ai d'ailleurs pas mon cosplay d'herboriste qui est à côté de moi au bureau. C'est quoi ton cosplay? J'ai une petite veste, j'ai un chandail de laine, un petit foulard. Quand mes collègues me disent « Vite, faut aller sur Zoom », puis je suis habillée avec un T-shirt de Star Wars, fait que je mets mon chandail de laine. Avoir l'air d'anguin. Fais ce qu'on peut pour une job. Ben oui. Hey, notre premier invité cette semaine, c'est Jean Marquis. Il est propriétaire d'une boîte de BD à Laval. Ça s'appelle d'ailleurs la boîte à BD, une boutique de bande dessinée. Et là, son commerce vient de déménager et je trouvais ça important de l'inviter et d'enlever de sa face l'espèce de graphique de pré-show pour les nous écoutent en direct. Que j'ai oublié d'enlever. À un moment donné, il y a bien des affaires à gérer en même temps. C'est pas pareil comme le live. Mais Jean Marquis, on t'a souvent croisé dans des événements BD dans la région de Montréal, que ce soit le Comic-Con de Montréal. Tu es non seulement le propriétaire d'une boutique, mais tu es super enthousiaste. J'aime, tu es un enthousiaste qui est contagieux. Merci. On te retrouve dans les événements, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde qui fréquente ce milieu-là. Tu es positif, tu fais des vidéos qui sur tes différentes plateformes de médias sociaux. Et là, justement, la boutique que tu avais depuis 27 ans, si je ne me trompe pas. 27 ans.
27 ans. Vient de déménager, est encore à Laval, mais est passé au 5555. On dirait le nom, on dirait une fausse adresse de film. Tu sais. Oui, ça veut dire baseball. Exactement. 5555 Boulevard Laurentide. Et tu m'as spécifié entre la garderie et le poste de police. Donc, tu es bien entouré. C'est facile. Puis je trouvais ça le fun. Je sais que tu es un auditeur des Mystérieux étonnants. Puis je voulais t'inviter pour parler un peu de ta boutique, puis comment ça a débuté, puis justement faire la promotion que vous avez déménagé. Parce que tu nous disais, il y a encore des clients qui vont cogner à votre ancienne adresse. C'est certain, c'est certain. Premièrement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis super content d'être là. C'est même presque intimidant. Là. C'est comme le truc, tu sais, le truc que vous avez jasé, là, tu sais, que tu le connais parce que tu l'écoutes, mais toi, vous autres, vous ne me connaissez pas vraiment. Là, ben, c'est ça. Je suis pas pire, là. C'est juste nous autres. C'est juste nous autres. C'est ça, mais t'écoutes le show, t'es un auditeur des Mystérieux. Oui. Là, je suis en rattrapage parce que c'est ça. Avec toute l'affaire, l'année bizarre qu'on a eue, j'ai fait pas mal des heures seules. J'ai retourné les employés à la maison. Puis on écoutait tous les jours qu'est-ce qui était pour se passer. Fait que les énergies étaient toutes juste là-dessus. Puis là, justement, je suis en train de rattraper tous ces mois-là. Puis là, j'ai tout le backlog de vos réactions de plusieurs mois. Fait que ça fait complètement bizarre à écouter. C'est bizarre. Ça, là, tu voyages dans le temps. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est assez impressionnant. Tu sais, ça fait 1 an qu'on est dans la situation COVID. Puis au tout début, je pense personne ne savait où on s'en allait. L'espèce de métaphore de construire l'avion pendant qu'elle est en vol est tout à fait vrai. Puis les commerces, les boutiques, les commerces non essentiels, c'est la même chose. Toi, quand ça a fessé, il y a 1 an, exactement, ça fait à peu près 1 an, t'en étais où? Comment t'as réagi par rapport à... C'était quand même ta business, ça fait 27 ans là, que t'es derrière ça. Oui, mais ça a fessé. On était en pleine vente anniversaire du 26e anniversaire. Puis là, Xavier me disait, Jean, ça va super bien parce qu'on fait tout le temps 50%, c'est les anciens numéros américains. Ils disent, on est en train de battre tous les records. Puis là, close down. Fait que là, depuis qu'on a été réouvert, justement, j'ai poursuivi. C'est devenu une vente COVID. Là. On parle de la vente anniversaire. Le 26e, ça a fait bien bizarre. Ça a fait frais. On était lockdown pendant 3 mois initialement. Est-ce que tu as continué à rouler en parallèle? Tu as fait de la livraison ou si les gens se sont retrouvés à partir du moment où vous avez réouvert les portes? C'est fou. Non, mais j'ai fait de la livraison. Fait qu'au lieu de livrer de la pizza, je faisais ma petite run tous les soirs. Les clients m'appelaient, ils étaient super. Ce que les gens font en ce moment pour les cabanes à sucre, pour les restos, et au départ, ils l'ont fait avec la librairie. C'est ça que j'ai demandé. Fait que moi, je me suis dépêché en sachant qu'on se faisait fermer. J'ai dépêché à appeler tous les clients pour qu'ils viennent chercher le réserve, des affaires comme ça. Puis après ça, les gens appelaient, m'envoyaient des messages sur Facebook, etc., etc. Puis je faisais ma petite run tous les soirs. Fait que je partais, puis je faisais mon... Parce que j'ai fait toute Laval un peu partout. Là. Fait que je m'arrangeais pour que ça fonctionne. Fait que ça a été assez tough, pour vrai. Là. Ouais. Puis là, en plus, moi, sur le coup, quand j'ai vu l'annonce sur Instagram que tu faisais des boîtes, je me suis dit, oh non, pas un autre victime, un autre commerce victime de la COVID. Non, il n'a pas fermé. Finalement, non, c'est ça. Là, vous déménagez, mais ça n'a rien à voir avec le virus. Ça n'a rien à voir avec le virus. Je suis arrivé au bout de mon bail que j'ai signé en 99. Fait que même il y a eu en 99. C'est l'année de ma graduation, tout le monde. Écoute, quand j'ai signé ça, je m'étais pris des options. Jusqu'en 2021. Je me suis dit, jamais je vais me rendre jusque-là. Tu sais. Ouais, c'est ça. Le papier, on est arrivé au bout du papier. Ça a changé de propriétaire entre-temps. Fait que aussi... ça a bien à donner. Ouais. Mais tu sais, il y a plusieurs années, j'étais pogné dans le samedi de la BD gratuite qui prenait 6 mois de ma job. Ce qui me 6 mois de job par-dessus ma job. Fait que quand c'était le temps de faire le renouvellement, je n'avais jamais le temps de m'occuper de ça. Fait qu'on est arrivé juste au bout du bail. Puis là, on était en plein durant l'été. Ça a été compliqué un peu. Puis le propriétaire m'a laissé niaiser un peu. Fait que, à la place d'avoir 6 mois, j'ai eu 3 mois pour me revirer de bord, trouver un local, déménager. Très court. Tout ça. Assez court. Mais là, je suis bien content de la place. Il pensait à quoi, Jean Marquis, il y a 27 ans, de se lancer comme libraire de bande dessinée? Est-ce qu'il était passionné à ce point-là ou c'était un entrepreneur né? Non, c'est pas un entrepreneur, c'est vraiment le rêve, la passion, la folie.
j'étais programmeur en informatique. Puis là, j'ai aidé un ami qui était formateur à cette compagnie-là. Lui, il s'ouvrait un club vidéo, des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Fait que j'avais fait la programmation de son club vidéo, puis là, pendant qu'on était en train de monter son local, je donnais un coup de main. Il dit, gars, au bout du comptoir, elle savait, j'aimais les BD. Il dit, au bout du comptoir, on pourrait faire un rack à comics, puis tu pourrais vendre des comic books là. Ça a commencé de même. Fait que j'ai pris 75$, je me suis fait un rack, j'ai été voir le propriétaire de la boîte à BD originale, j'y ai parlé de mon projet. Puis pendant 1 an et demi, je vendais des comic books dans un club vidéo. Puis après ça, ça allait bien. Fait qu'après ça, la boutique est venue, est apparue. Puis la boutique vend autant du comic américain que la bande dessinée européenne. Puis beaucoup de nos amis artistes là, qui font partie de la communauté BD québécoise qui ont passé par ta boutique et qui vont continuer à y passer. Fait que c'est large comme éventail. Ouais, maintenant oui. Fait qu'au départ, j'avais du comic américain, du gaming. Puis après ça, je me suis adapté. Puis moi, la BD, j'aime toute la BD. Fait que même au début, quand je vendais juste l'américain, puis là, j'arrivais d'une librairie, puis j'avais vu le Spirou, la machine infernale. J'étais complètement débranché de la BD en français. J'avais capoté. Je disais, non, il faut que je rentre ça. Fait que à partir de là, j'ai commencé à rentrer ça, puis d'aller plus aussi dans la BD québécoise. Tu sais, tu as vu donc en 27 ans le milieu évoluer. Moi, c'est une question qui me tracasse, mais à laquelle je réfléchis de temps en temps depuis 15 ans, depuis que le podcast existe. L'idée de la nouvelle garde, tu sais, les gens qui vont commencer à acheter du comic et continuer quand nous ne serons plus là depuis un bon bout. Elle est difficile à aller chercher, elle est difficile à les motiver parce que malgré les films de Marvel, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de nouveaux lecteurs que ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as vu une nouvelle garde venir dans les boutiques de BD ou au contraire, c'est tout le temps assez stable, tout le temps un peu la même clientèle? Il y a des clientèles qui restent là longtemps, mais il y a tout le temps aussi certains qui changent d'intérêt. Puis évidemment, il y a les gens qui déménagent pour ça. Mais oui, même dans le temps, les premiers temps où qui parlaient du livre numérique, la BD en numérique, même j'ai fait, on va fermer, ça va être fini. Mais là, à cette heure, on le sait, non. Là. Puis il y avait un temps aussi ce que les gens consommaient plus, jeux vidéo, films, tout ça. Il n'y avait pas de relève jeunesse. Les enfants ne lisaient plus. Je l'ai vu pendant 5-6 ans. Puis c'est revenu. Ça, c'est l'éducation des parents. Ils ont fait leur job. Puis les jeunes ont recommencé à lire. T'as vu un jeune Alex A qui a fait « Hold my beer », puis il est arrivé, avec 20 000 à Jean-Jean. Il nous a sauvés. Mais je pense que c'est notre génération qui a commencé à avoir des enfants, qui a peut-être aussi... Pour vrai, parce qu'à un moment donné, les enfants venaient acheter des cartes de Pokémon. C'était tout, là. Là, quand ils ont commencé à se réintéresser à lire, c'était vraiment cool. Vraiment cool. Puis au niveau du comic, est-ce que tu la vois, cette nouvelle garde, si on veut, ce nouveau lectorat, ou c'est encore difficile à aller chercher? Il y a tout le temps du nouveau monde. OK. Mais, oui. Puis le monde se promène aussi de boutique en boutique parce qu'ils cherchent des back issues, ils cherchent des affaires, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a ce côté-là. Mais puis il y a tout le temps des gens qui le découvrent. Fait que là, à cause que je suis à une nouvelle place, j'ai déjà de la nouvelle clientèle qui est venue malgré les restrictions de la COVID, puis qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui sort. J'ai quand même une nouvelle clientèle qui se fait parce qu'ils me voient de l'extérieur. C'est justement ce que j'allais te demander comme prochaine question. Comment tu t'es adapté au nouveau COVID? Bon, il y a les foutus plexiglas qu'on voit partout. J'ai l'impression qu'on va faire des bonfires de joie là, quand ce bordel-là va être terminé. Là. Ça va être extrêmement toxique, mais ça va être beau à voir fondre. Mais au-delà des plexiglas, comment vous êtes adapté? Parce que j'imagine qu'au niveau pour bouquiner, ça complique quand même les choses. Là, c'est tout le temps la restriction qu'on peut rentrer 4 personnes à la fois. Les gens, c'est sûr que quand ils précommandent tout ça, c'est pas compliqué. Leur commande est déjà faite. Fait que les réguliers qui passent à chaque semaine, ils viennent chercher leur stock, eux autres, ils venaient jaser, puis il y a plein de monde qui se sont rencontrés à la librairie, qui sont devenus amis. J'ai même une joke là-dessus. Il y a la Ligue du Vieux Poil qui revenait tout le temps le mercredi se rencontrer, puis c'est là que tout le monde se voit. C'est des chums de la librairie. Fait que là, en ce moment, ça fonctionne pas full. Mais tu sais, les gens rentrent, ils prennent leurs affaires, ils jasent un peu. Quand il y en a d'autres qui rentrent, ils quittent. J'ai pas besoin de faire la police. C'est pas comme un commerce normal où je vais me pogner avec une madame qui veut pas mettre son masque ou quelqu'un qui veut pas suivre les consignes puis qui veut rien savoir. C'est arrivé une fois qu'il y a une famille qui venait, le père, ses 2 enfants, puis j'avais déjà
j'étais déjà à la limite. Fait que le monsieur, il a fait un peu une face, mais il a fait non, c'est correct, je vais attendre dans l'auto le temps que mes enfants puissent choisir une BD. C'était la fête du petit gars et tout ça. Mais même à ça, je me sentais mal pareil. Mais je sais que le monsieur le comprenait, mais c'est ça. Ça, c'est ce que je trouve intéressant autour des commerces de bande dessinée, qui est déjà une bête bizarre. Là. On s'entend dans une province qui est principalement francophone, vente de comics américains en anglais, mais c'est quand même des groupes d'intérêt extrêmement niches. Puis il y a des groupes qui se forment autour de ces commerces-là. J'imagine que c'est une des choses dont tu t'ennuies le plus. Tu parlais de ta gang du Vieux Poil du mercredi. As-tu remarqué que ta clientèle est extrêmement fidèle? Est-ce qu'ils sont venus en aide d'une certaine manière durant la pandémie dans laquelle on est encore, d'ailleurs? Ouais, mais pour venir comme tantôt, ce que tu disais, oui, ils ont fait, même il y en a qui ont acheté des réserves incroyables de BD parce qu'ils ont prévu qu'ils n'allaient pas faire grand-chose ou quoi que ce soit. Puis oui, la clientèle, je me suis même fait dire souvent, si je vendais à quelqu'un ou si c'était pas moi qui étais là, ben c'est fini, ils ne viendraient pas, ils viennent à cause de moi. Mm-hmm. Je l'avais compté quand on a fait des tests la semaine passée. Ouais. Et j'ai même du monde, quand c'était pas moi qui étais à la librairie, puis c'était un employé, il revirait de bord, je dis, ben au moins, achète tes livres, je le paye pourquoi? Tu vas m'aider pareil. Excellent. Écoute, Jean, je vais mentionner encore une fois l'adresse de ta boutique. C'est le 5555 boulevard Laurentide à Laval, bien sûr, entre la garderie puis le poste de police. Excellent. C'est la boîte à BD. C'est Jean Marquis. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Hey, merci. On espère te recroiser à un événement BD dans le futur. Dans le futur, sans masque, sans plexiglas, sans restriction. Ouais, je suis tanné, là. On est tous tannés, mais il y a comme un stretch à faire encore un bout. Un autre petit bout. Un autre petit bout. Imagine comment ça va être le fun après. Man, attends, tout le monde va se cracher dans la bouche allègrement comme ça va être super. Ça va être génial. De toute beauté. Prends soin de toi. Puis j'invite les gens, je disais que tu es enthousiaste, Jean, allez voir les différentes plateformes de la boîte à BD. Tu es actif sur Instagram, sur YouTube, tu fais plein de trucs, donc allez un coup d'œil. Écoute, dernier détail, justement, je fais les petites nouvelles sur YouTube à chaque semaine. Là, il y a Velm, qui est une artiste de Laval, qui vient de sortir sa deuxième BD jeunesse, La Graoba tome 2. Elle m'a fait une vidéo de 4 minutes. Elle présente sa BD. Il y a un montage visuel avec ça. Son chum est incroyable. Fait que je vais le diffuser sa vidéo de la semaine prochaine. Allez voir ça. C'est le fun. Elle est bonne, etc., etc. Cool. Parfait. Merci, Jean. Merci. Merci à vous. À bientôt, là. Bye-bye. C'était Jean Marquis de la boîte à BD. Un chic type. J'aime bien beaucoup Jean. Il est très enthousiaste. Très motivé. Ça donne presque le goût d'aller à Laval. Insulte pas le monde de Laval. On a des gens qui nous écoutent de Laval. C'est une mauvaise expérience de ma part. C'est rien contre vous. Bon. Écoutez, moi, je viens de Brossard. Fait que j'imagine. Il y a des toucans à Laval. Ça a l'air, hein? Selon Laurent Boutin, il y a des toucans. Il y a des toucans à Laval. Je sais pas trop. C'est une légende. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en direct en ce moment. Pour les gens qui se joignent à l'émission, Mystérieux, étonnants, c'est un podcast sur la culture pop. On parle beaucoup de BD américaine, mais on parle un peu de tout. Un peu de gaming de temps en temps, des films, des choses comme ça. En dernière partie d'émission, je diffuse une entrevue que j'ai réalisée avec Anthony Daniels, interprète de C-3P0. J'ai eu. C'est quand même gros. Moi, je le réalise pas. Le monde n'arrête pas de venir me parler de ça. Genre, puis je suis comme, c'était cool. Là. C'était malade. Là. Je suis bien content. Mais on dirait que je réalise pas que ça s'est fait, cette affaire-là. Je vous dirai pas comment c'est arrivé. Mais moi, j'ai un drôle de parcours où je cours pas après ces affaires-là. Ça m'arrive tout le temps. Genre. Comme j'en ai fait beaucoup d'entrevues là, dans ma vie, puis ça m'arrive. Je sais pas. Mais c'est un win. J'en avais besoin d'un, là, surtout en ce moment. Là, c'est long. Hein. Mais on est fiers de toi, Ben. Ben merci. Ben, vous me direz ça après l'entrevue. Peut-être que ça ne sera pas une bonne entrevue. Je sais pas. Mais donc, c'est 1 heure. On avait 40 minutes. Et finalement, on a jasé pendant 1 heure. J'ai un petit peu édité, mais pas tant que ça. Mais après 40 minutes ou 35 minutes, j'ai dit, bon, on arrive à la fin de notre temps. Puis il a dit, non, you're fine. Puis on a continué à jaser. Donc, ça va être en dernière partie d'émission. Puis je vais vous donner les directives parce que moi, j'ai un contrôle granulaire sur le stream live. Des choses que je ne peux pas faire. Donc, si, par exemple, l'entrevue accroche, ça va être disponible sur nos réseaux sociaux. On est maintenant disponible sur Twitch, YouTube, puis on l'a en audio parce que c'est principalement comme ça qu'on rejoint notre audience. Donc, vous allez pouvoir l'écouter l'entrevue dans le pire des cas, mais on diffuse ça en deuxième partie d'émission. On va commencer les nouvelles. Voulez-vous bien commencer les nouvelles?
Et on peut. OK, good. Vas-y donc, Simon, ça fait un petit bout qu'on t'avait vu. Oui, moi, présentement, je suis sur les antidépresseurs et sur les painkillers. Donc, Oh, shit. qu'est-ce qui va arriver? On sait pas. C'est une aventure! Tout est possible. Simon, tu ne fais pas l'émission en ce moment, tu es dans ta baignoire. Oh! Ce n'était qu'un rêve! Ce n'était qu'un rêve. Crime. Je suis à côté d'un doute dans un soupe de lapin? Ça se peut. Ça se peut. Ouais, Ça me tente pas. Ouais. Pas une jour de donner Darko. Fait que c'est moi qui commence. OK. C'est toi, je peux vous parler des sorties Blu-ray des dernières semaines. Ben ouais, vas-y. Ou de cette semaine. En tout cas, j'ai comme mis tout ça dans le même panier parce que il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Non. Puis là, tu Mais as des j'ai boîtes essayé, aussi. Hein, fait que t'es dans un pré-déménagement. Pas full de temps à écouter des films. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais j'ai quand même trouvé quelques trucs. Il y a un Blu-ray de Stop or My Mom Will Shoot. Oh my God! Qui sort. Arrête, sinon ma mère va tirer. Exact. Film de Sylvester Stallone. Ben, avec Sylvester Stallone et Estelle Getty, qui était dans les Golden Girls. J'ai le Google Translate. Yes. Donc, lorsque le détective de L.A., Joe Bomowski, reçoit une rare visite de sa mère fougueuse, Tutti, sa vie est bouleversée. En un rien de temps, elle réorganise le célibataire de Joe et se mêle de ses affaires à son grand embarras et au grand plaisir de sa petite amie Gwen. Pour ajouter au problème de Joe, Tutti est témoin d'un meurtre et devient partenaire improbable lorsqu'elle refuse de divulguer. J'aurais aimé ça qu'ils disent divulgacher. Divulguer des informations à moins qu'elle ne soit autorisée à participer à l'enquête. Juste au moment où Joe est prêt à se suicider, Tutti aide à faire tomber les méchants, prouvant que mère, c'est le mieux. OK. J'imagine que... Mom knows better. C'est ça. C'est réalisé par Roger Spottiswoode. C'est pas un vrai nom, ça. C'est pas un vrai nom. Ben, quand j'ai vu son nom, j'ai dit, voyons, c'est la première fois que je vois ça, mais pourtant, il a réalisé quelques trucs, dont The Six Day, l'affaire de clone avec Arnold Schwarzenegger. Avec Arnold, ben oui, c'est ça. Tomorrow Never Dies, le James Bond. De Pierre Brosnan. Ouais, je pense que c'est le deuxième, en tout cas. Et Turner and Hooch. Colin, Turner and Hooch, ben oui. Ouais. Okay. D'ailleurs, je suis... je regarde TikTok beaucoup ces temps-ci. Okay. Et je suis tombé sur un compte d'un Beagle qui regarde des films. Oui! Et il a regardé Turner and Hooch et à la fin, il était triste. Et je le comprends. Non. Mais des fois, il y a des petits pyjamas, puis il y a des snacks, puis il écoute juste des films qu'il y a des chiens dedans. Oui, puis la plupart, il y a des chiens qui meurent, puis c'est pas le fun. Mais c'est de la torture, ça, pour le chien. Pourquoi son maître fait ça? Mais en tout cas... c'est un cinéphile, OK, là? Ben, c'est ça. Faut un expert en film de chien. Au moins, il se met pas à écouter toutes les Toby. Là. Non. Ben, peut-être, éventuellement. Éventuellement, là, les Toby dans l'espace. Deuxième Blu-ray, c'est un film qui s'appelle Runaway Train de 1985. J'ai essayé de le dire avec un accent, puis ça n'a pas marché. C'est un film réalisé par Andrei Konchalovsky, qui est responsable pour Tango et Cash. Mais Runaway Train, en fait, l'affaire, c'est que c'est un film de la canon, mais c'est considéré comme dans les bons films qu'ils ont fait. Ouais, un des rares, genre. Ouais, c'est ça. Puis il y avait une passe où il demandait à des réalisateurs plus de qualité, disons, faire quelques films. Et celui-là, il rentre un peu là-dedans. Pas que... il a fait d'autres choses que dans Tango et Cash. Là. Mais c'est avec John Voight, Eric Roberts et Rebecca De Mornay. John Voight était là-dedans. C'est deux condamnés évadés et une jeune femme innocente sont à bord d'un train en fuite. Ils se retrouvent à accélérer vers une certaine catastrophe. C'est ça. Mais je ne l'ai jamais vu. Ça m'a toujours intrigué parce que c'est ça. Tout le monde semble dire que c'est un bon film que la Canon a fait. Fait que je suis curieux. Donc, il y a ça qui sort bientôt. Je te rappelle, Simon, que bientôt tu vas déménager. Donc, oublie pas de transférer ton adresse de livraison si tu commandes des DVD.
parce que sinon, tu vas te T'inquiète. faire avoir. J'ai failli faire ça l'autre fois. Ouais. T'envoies des choses. Une coupe de comics. Ouais, non, je vous parlerai pas de ce que Amazon me suggère ces temps-ci. Là. Ça n'a pas rapport. Tu fais quoi de tes Buffy ou non? Non, c'est vraiment, vraiment champ gauche. Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé dans la catégorie connexe. C'est du style la scène dans Pulp Fiction. Ouais, Ah, une valise? Ouais, disons que c'est ça. Ok. Une valise. Une valise qui se met dans la bouche. Prochain Blu-ray, ça c'est particulier parce que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. C'était Vinegar Syndrome qui sortait une version 4K de ce film-là. C'est Rad, un film, un coming of age de BMX. Yes. Pas que le BMX devient un adulte, mais plutôt les jeunes qui conduisent des BMX deviennent adultes. Les fameux films où les BMX, le temps d'une été, devient adulte. Ben ouais, c'est ça. Ils vont au bal de finissant. Oui, c'est ça. I'd watch that. Moi aussi. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait un deal, en fait, c'est que Vinegar Syndrome sortait le 4K, puis je pense que c'était une édition limitée, mais là, c'est une autre compagnie, c'est Mile Creek Entertainment qui sort la version Blu-ray. Mais c'est le même transfert, c'est juste que, bon, c'est une autre compagnie. Et là, c'est une version dans un steelbook. Ouh, oui, les steelbooks. C'est ça. C'est la même crise d'affaires, mais c'est en métal. Exact. Le Google Translate, c'est l'histoire d'un jeune homme, Crew Jones, qui a l'intensité et le désir de gagner une course de BMX appelée Hell Track. C'est tout. Oh, that's it. Wow. Je vais avouer que c'est pas mal ça, le film. Il n'y a pas tant de profondeur. La scène la plus marquante, c'est quand, dans une genre de danse d'ado, là, ils font de la danse de BMX sur la tune Send Me an Angel. C'est pas mal ça qui est le fun, mais sinon, le reste, c'est bien correct. Ben, c'est un peu normal. On s'attendait pas à une scène intense à la Requiem for a Dream dans un film de BMX. Là, non, ça c'est clair. Troisième, bon, c'est pas la troisième, mais l'autre sortie que je vais vous parler, c'est un coffret qui s'appelle The Dungeon of Andy Milligan. Donc, c'est une collection de films réalisés par un certain Andy Milligan. Moi, je vais avouer que je ne connaissais pas ce nom-là, mais j'ai regardé un peu. Puis, si vous aimez le cinéma très trash et très style exploitation 60-70 à la Herschel Gordon Lewis ou Al Adamson, c'est un peu dans ce style-là. Tu vois, il y a une critique qui disait, c'est pour décrire ce gars-là, c'est a gay sadist who pioneered New York avant-garde theater world and made astonishingly unique exploitation movies. Wow. Donc, c'est un coffret de... Il y a 9 disques, mais il y a genre 14 films, entre autres, de Ghastly Ones, de Torture Dungeon, Bloodthirsty Butchers, Guru de Mad Monk et Seeds, qui est un film qui parle d'inceste et de Noël. Parce que les deux vont de pair. Ben, écoute, Noël, c'est la famille. Hein? Ouais. Oh non! C'est le premier show. Le premier beaucoup show trop ri. C'est toujours le premier show de quelqu'un, hein? Surtout aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je savais On ce est que dans je cette faisais. zone-là. Fait que c'est ça, c'est un gros coffret, donc je sais pas, j'imagine, ben, c'est quand même cher, puis souvent c'est Severin qui le sort, c'est eux qui ont aussi sorti le coffret de Al Adamson, donc sûrement que ça va être édition limitée, donc sautez là-dessus, je pense que si vous voulez découvrir un personnage de film un peu dérangeant et weird et cheap et kitsch, voilà. Et dernière sortie qui m'intéresse le plus dans ce que je vous ai parlé, c'est un film qui s'appelle The Invisible Man versus The Human Fly, un film japonais de 1957. Ça sort sur Arrow Video. Voici le Google Translate. Un tueur en série impitoyable avec une méthode particulière pour traquer et tuer ses victimes se retrouve face à face avec un policier rendu invisible par une expérience scientifique. Qui sortira triomphant? Ben, c'est quand même le policier qui est devenu invisible, c'est pas le tueur. Non, c'est ça. Mais est-ce que le tueur est aussi une mouche? Parce que c'est versus The Human Fly. Donc, je suis curieux.
J'aime ça, les vieux films japonais. Entre autres, ça met en vedette Yoshiro Kitahara, qui était dans le premier Gamera et aussi dans Gamera versus Baragon. Donc, ça me permet de plugger Terre Kaiju, le podcast que je fais avec Jake Dion, qui est disponible présentement sur le site des Mystérieux étonnants. Ouais, il est pas sur les plateformes, puis il faut régler ça. Là. C'est que notre site est vieux. Et il faut le mettre à jour avant de pouvoir suggérer les podcasts iTunes maintenant, parce qu'on est des vieux de la vieille, ça a l'air, là, même au niveau de notre site Internet. Ça. Oui, je sais, ça fait 15 ans. Et, ça fait un petit bout. Mais oui, ça va être disponible. Mais là, d'ailleurs, faites-moi signe quand vous voulez que le 3e épisode soit aussi disponible, parce que là, il y en a 2. Ouais, ben ça, c'est Jake qui s'occupe de ça. Je m'occupe déjà de chez Isidore, puis de Terre humaine chez Isidore. D'ailleurs, je t'ai envoyé un épisode. Il est dessus? Oui. Non, j'ai oublié. OK. J'étais comme occupé à monter mon entrevue d'Anthony Daniels. Je me suis dit, je ne mettrai pas de pression. Non, je vais laisser dealer avec ça. Demain, Anthony Daniels dropping. Ben, écoute, j'aurais pu te parler de mon entrevue avec Sam Elliott ou Michael Ironside ou Christopher Lloyd ou Guillermo del Toro ou Joe Dante, Mick Garris. OK, excusez-moi. Hein? Cynthia Rothrock. Oui, c'est vrai, Cynthia Rothrock. J'étais avec Star Trek avec Cynthia Rothrock. Ouais, Bibi. Quelqu'un m'a reparlé de l'épisode de Bibi récemment, d'ailleurs. En 2 fois une semaine, c'est... Allez pas écouter l'épisode avec Bibi. C'est aussi weird, cet épisode-là. Ouais. Mais c'était les sorties Blu-ray de la semaine. Génial, merci Simon. C'est toi, Marie-Lune. Voyons, j'hésite de mon ordre de nouvelles. Je pense que je vais vous faire une... C'est rare que je fais ça, je vais faire une suggestion. Quoi écouter sur Netflix. Je suis tombée, c'est dans les nouveaux arrivés sur Netflix, en tout cas au Canada, et c'est mon copain qui l'a parti comme ça en se disant « Marilyn va aimer ça », et j'ai eu la bouche ouverte tout le long. Ça s'appelle City of Ghosts. Okay. C'est une animation. Il y a une saison, 6 épisodes, 18 minutes par épisode. Le dessin est vraiment beau. C'est les mêmes qui ont fait la nouvelle série sur Carmen Sandiego. Qui, elle, j'ai écouté un épisode, c'est pas très bon. Il y a un mime. Attention, tout le monde. Ah! Non, pas mandat d'arrêt, pas l'émission de Carmen québécoise de Carmen Sandiego. Attends, il y a une nouvelle série de Carmen Sandiego? Je l'avais pas vue. Ça y est, it's a thing. Yes. Donc, City of Ghosts, c'est par Elisabeth Ito, qui est une japonaise américaine qui a travaillé sur Adventure Time, Astro, B-Movie, Phileas and Ferb, excusez. L'histoire, c'est des enfants qui ont comme 7, 8 ans, 9 ans maximum, qui enquêtent, mais surtout interviewent des fantômes. Donc, moi, tout le long, j'étais comme, mais il y a un fantôme, comment est-ce qu'elle est morte? Es-tu dans une ruelle? Mon true crime est embarqué, mais c'est pas ça, c'est vraiment des enfants qui ont, tu sais, comme des clubs de détectives, mais c'est comme leur petit club de détecteurs de fantômes qui vont interviewer avec une affaire Fisher-Price des fantômes pour connaître leur vie, en fait, et non pas comment ils sont morts, qu'est-ce qu'ils font maintenant. J'ai écouté un épisode et l'autre épisode d'après, il va y avoir une histoire dans un skatepark, donc I can't wait. Le art est vraiment beau parce que c'est du live action, en fait. Donc, c'est des photos et des vidéos prises et il y a du dessin par-dessus. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Il y a du tilt art. Donc, quand quelque chose ressemble à une maquette, qui est vraiment très, très, très réussi. Les acteurs et actrices, c'est de vrais enfants. Qui ont un script, mais très lousse, qu'elle expliquait, très simplifié pour qu'il y ait une discussion. Et les adultes n'ont pas de script. Donc, c'est vraiment... Ils ont une histoire, il y a une trame, les adultes, mais c'est vraiment des adultes qui répondent à des genres de mots d'enfants. Et c'est vraiment vu de la perspective des enfants avec leur belle naïveté, leur vision sur le monde. Et c'est une série qui est aussi très diversifiée, donc soit dans l'orientation, dans les genres, dans l'ethnicité. Par exemple, le premier épisode, c'est quelqu'un qui ouvre un restaurant asiatique fusion, puis elle a des petits cheveux mauves. Puis tu vois qu'il y a des gens, ça se passe à Los Angeles, donc il y a des gens de toutes les classes sociales qui sont là.
C'est adorable, c'est beau, ça parle beaucoup des cultures, de la culture de Los Angeles. Tu sais, là, le prochain épisode, ça va parler de la culture du skateboard, expliquer un peu d'où est-ce que ça vient, tout ça. Donc, City of Ghosts, 6 épisodes de 18 minutes. Elisabeth, qui a fait l'émission, dit qu'elle voulait faire ça pour les enfants, mais aussi les gens qui sont plus introvertis ou qui ont besoin de quelque chose de calme. Donc, c'est des cartoons, mais au lieu d'être accéléré avec beaucoup d'action, avec beaucoup d'onomatopées, c'est quelque chose qui est calmant, qui est déstressant, que c'est comme se faire raconter une histoire. Génial. Avec un beau visuel. Donc, je le conseille fortement. C'est sur Netflix en ce moment. Fait que c'est ton copain qui a lancé la série sans que tu le saches. Fait que ça, mettons, on veut que tu écoutes de Mandalorian, il faudrait qu'on parle à Hubert. Oui. Ouais, il faut essayer de le On est brader. amis Facebook, peut-être que ça peut s'organiser. Pour les gens, je vois il y a des gens en ligne là, parce qu'on diffuse on diffuse et enregistre le podcast depuis COVID live sur Internet. C'est en deuxième partie qu'on parle à Anthony Daniels. L'épisode a déjà été enregistré. L'entrevue a déjà été enregistrée, donc on va diffuser ça dans pas très longtemps. On a toujours un bloc de nouvelles pour commencer l'émission. La semaine passée, je t'ai vu sûrement pas ça passer. Simon, tu n'étais pas avec nous autres, mais on a appris qu'Other Minds est en train de travailler sur un jeu vidéo basé sur le film de Turbo Kid de notre ami Johan Carwissel, qui fait partie également de l'émission, du collectif RKSS. Et ce que je savais pas, c'est que le jeu se passait avant le premier film, après le premier film, puis entre le nouveau film. Johan a annoncé ça à l'émission. Je ne sais pas s'il était supposé, mais il l'a annoncé, puis on aime beaucoup l'enthousiasme de Johan. Mais là, non seulement Johan a travaillé par la bande sur ce jeu-là, on a un autre ami qui a travaillé également sur un jeu vidéo qui a été annoncé chez Tribute Games, un jeu qui s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, qui est basé sur les fameux jeux de Ninja Turtles de combat des années 80, comme le classique là, qu'on connaît tous, Turtle in Times. C'est Yannick Belzile. Hein? Ceux pas faisables. Ceux pas faisables que tu finissais par te tanner. Là. Ouais, c'est notre ami Yannick Belzile. T'es pas capable de sauter. Le surf. Ouais, le surf, ces affaires de main. Ouais. C'est notre ami Yannick Belzile de Trois-Bières qui a travaillé là-dessus sur au niveau du scénario. Fait que c'est vraiment cool. Ça va sortir. On n'a pas encore de date de sortie, en fait. C'est basé justement sur le style là, des années, style de vieux jeu des années 80. On a les 4 Turtles qui sont présents et il n'y a pas de date de sortie pour l'instant. C'est développé en partenariat avec Nickelodeon et ce sera distribué par Dotemu, qui est une compagnie de France qui vient de Paris. Tribute Games ont fait des super de bons titres, dont Panzer Paladin, Mercenary Kings. Flint Hook également, oui. Et j'ai bien hâte de voir ça. C'est un genre de brawler et ça a l'air superbe. Il y a une bonne partie de la bande-annonce qui a été dévoilée pour l'instant. C'est un cartoon fait dans le style du cartoon des années 80, donc 87 environ. D'ailleurs, le jeu semble inspirer beaucoup de ce style-là. Mais à la toute fin de la bande-annonce, on a un extrait de gameplay. Et j'ai très hâte d'y jouer. Et je fais pas semblant que je t'ai entendu roter dans ton micro pendant que je parlais, parce que je t'ai entendu, donc je vais le garder au montage. Non, j'ai ouvert la bouche pour parler. Mon corps se trompe. Oui, je parle du cartoon des années 80, pas le jeu. Oui. Voilà, 87. Tribute Game qui avait collaboré aussi au jeu vidéo Scott Pilgrim. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ils sont très bons pour ce type de jeu-là. C'est leur jeu, là, c'est leur style, là, c'est 8 bits, 16 bits, vieux gameplay, mais actualisé. T'avais quoi d'autre, Marie-Lune? Une autre nouvelle de Perseverance, donc le rover qui a atterri sur Mars le 18 février. Fake news. Non! Non! Hey, wow! C'est un petit robot cute. Non, t'es-tu malade? La NASA, parfois, donc pas l'institution, mais les gens qui travaillent sur certains projets, des fois nomment des choses eux-mêmes. S'il y a des cratères qui sont découverts ou des choses comme ça. Et ce qu'ils font parfois, c'est le landing site, qui, donc, là où atterrit le robot, peu importe où est-ce que c'est, vont le nommer parce que ça laisse une trace. Et ils ont nommé le landing site de Persévérance sur Mars Octavia E. Butler Landing. Donc, c'est une auteure de science-fiction afro-américaine qui est née en 1947 et morte en 2006 en Californie. Elle a écrit beaucoup de science-fiction. Elle a fait une série qui est quand même assez populaire qui s'appelle The Patternist, qui était de 1974 à 1984. Il y a plusieurs livres. C'est surtout, on peut l'acheter en 3 compendiums, 3 formats séparés.
Elle a gagné le prix MacArthur Genius Grant en 95, qui est quand même un prix assez prestigieux, surtout gagné en science-fiction. Elle traite donc de science-fiction, mais elle traite beaucoup aussi d'inclusivité, de diversité, beaucoup d'humanisme, donc de la science-fiction, mais dans le temps que Star Trek, c'était ça, là? Oui, c'est ça. Mais en fait, ça me fait penser à ça. Je l'aurais pas avoué si je ne l'avais pas dit. En fait, c'est comment les humains s'adaptent, qu'est-ce que la société devient. Donc, pas nécessairement basé sur les robots, la technologie, le futur, mais comment la vie et les humains, notre société s'adaptent. Et évidemment, on parle beaucoup de culture afro-américaine dans un contexte futuriste qui n'est pas si souvent traité que ça ou qui n'est pas souvent reconnu ou qui n'est pas souvent popularisé. Donc, c'est très intéressant. Même son propre genre, c'est du afro-futuriste. Oui, c'est ça. Donc, je trouvais ça très intéressant. Donc, le landing site de Persévérance, ils l'ont nommé pour cette madame-là. Je trouve ça très cool. Génial. Simon, qu'est-ce que tu avais d'autre dans ton sac à outils? Expression que je déteste. Je peux vous parler de films que j'ai regardés dans les derniers jours. Oui. J'ai écouté La Princesse Bouton d'Or, The Princess Bride. Oui, ben oui. J'avais besoin de réconfort et ce film-là était parfait pour ça. Tu sais, quand ton grand-papa, c'est Peter Falk, là. C'est ça. Tu as tellement de gens dans ce film-là. Mandy Patinkin. Oui, puis tout l'échange entre le pirate Roberts et Mandy Patinkin quand ils se battent à l'épée, puis là, ils font juste jaser. C'est tellement bon. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que dans le film, il y a le gars avec 6 doigts qui est joué par Christopher Guest qui m'a donné le goût de voir tous les films qu'il a fait parce que lui, il était dans Spinal Tap. Donc, il a comme un peu inventé l'espèce de fake documentaire, comédie, si on veut. Puis là, après, il en a fait plusieurs films dans ce genre-là. Il a fait Waiting for Goffman, qui est un film sur un petit village qui veulent faire un spectacle pour célébrer, comme je pense, le 100 ou 200 ans de la ville. Puis là, ils montent le spectacle avec des gens de différents backgrounds et tu les suis. C'est comme un documentaire, mais l'humour est très subtil. Mais ça me fait bien rire. Si vous avez aimé Spinal Tap, il y a des chances que Waiting for Goffman vous plaise. Et il a fait aussi le film A Mighty Wind, qui est là, c'est plein de groupes de folk américains qui vont faire un spectacle hommage à un producteur, entre guillemets. Fait que là, t'as plein d'acteurs qui font des faux groupes, un peu comme Spinal Tap, mais là, c'est du folk. T'as les 3 membres de Spinal Tap qui ont un groupe dans ce film-là, mais t'as aussi Eugene Levy et Catherine O'Hara qui sont dans Schitt's Creek. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, les deux, c'est ça? Oui, oui, puis ils sont dans tous les films de Christopher Guest, d'ailleurs. Et c'est ça, ils font une espèce de duo c'est un couple dans les années 60-70, puis là, le gars, il est viré fou un peu, puis là, il se retrouve, puis là, il essaie de faire une prestation, puis en tout cas, c'est comme cute, mais c'est comme de l'humour, mais il n'y a aucun cynisme. C'est juste des situations un peu drôles, puis des personnages surtout intéressants. Fait que, il y a aussi un film, je ne l'ai pas encore écouté, mais il a fait un film qui s'appelle Best of Show, non? Best in Show. En tout cas, c'est une affaire sur des compétitions de chiens, des compétitions canines. OK. Puis c'est encore avec les mêmes acteurs. Puis ça, je vais l'écouter prochainement, fait que je vous en reparlerai. Sinon, j'ai écouté Coming to America. Le 2 ou le premier? Le 2. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont eu plus de fun à le faire que nous autres à le regarder. Ce qui n'est jamais une bonne prémisse quand tu parles de c'est ça. C'est beau les références, c'est beau d'avoir ramené à peu près tous les acteurs du premier, mais ça marche pas tant que ça. C'est pas si drôle. J'ai pas ri dans le fond. Ouais. Je trouvais ça correct, mais
Sans plus. Il manquait quelque chose, là. Puis le focus, il shift. Au début, c'est Hakim, après, non, c'est son fils, après, c'est sa fille, après, c'est son fils, après, c'est Hakim. Tu es comme, bon. Fait que, au moins, tu sais, je l'ai vu sur Prime, là. ça se regarde, au moins, tu l'as trouvé sur Prime. C'est juste ça que tu devrais dire, parce que tu trouves quoi sur Prime. Là. Ouais, j'avoue. Caroline d'interface de cul. Surtout, tu sais, c'est le titre « Coming to America ». Oui, tu ne veux pas chercher ça dans Google. Que le premier, en tout cas. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Ninja's Force. Et ça, je suis content d'en parler parce que c'est le retour de mon boy, Teddy Page, réalisateur de films des Philippines des années 80, d'action qui te font à croire que c'est des films américains, mais non, ce n'est pas le cas. C'est tellement cheap, mais si vous voulez un film de marde de ninja, c'est celui-là qu'il vous faut. Ça n'a pas de bon sens. C'est un ninja... Et au début, il y a comme des politiciens dans une salle qui ressemble à une genre de salle de classe, là, qui sont en train de dire « Ah, on a besoin d'un ninja pour régler notre problème. » Puis là, ils vont chercher un ninja. Vous trouvez ça où, un ninja? Ça m'arrive tout le temps dans des meetings, c'est fatigant. Il y a ça maintenant dans les offres de job. Là. On cherche un ninja. Ça veut dire faire plein d'affaires, mais être payé pas au montant de tes capacités. Là. Ouais. Je suis pas sûr que c'est la même chose. Non, je pense pas que c'est la même chose. Puis, je pense que ça se trouve facilement. D'après moi, ça doit être sur YouTube là, depuis le temps. Sinon, ben, c'est sûr que ça date de l'époque de VHS, là, mais ça se trouve. Ça s'appelle Ninja's Force. Ninja apostrophe S Force 1984. C'est cheap. C'est merveilleux. J'adore. Moi, j'ai vraiment un soft spot dans mon cœur pour les films des Philippines faits dans les années 80. Ouais. Fin 80, début 90, parce qu'avant, tu avais ceux qui étaient faits par Roger Corman quand il était là. Puis là, Roger Corman, à un moment donné, il a arrêté de faire des films là. Mais les gens qui faisaient des films, les gens expatriés américains qui restaient aux Philippines, ils ont continué à faire des films, puis la qualité a descendu de beaucoup. Puis quand tu descends d'une qualité de Roger Corman, c'est jamais bon signe. Ouais, c'est ça. Puis je finirai en disant que j'ai écouté She's All That. Oh yes! J'ai écouté il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'elle est still all that? Elle est tellement laide avec sa salopette puis ses lunettes, ça n'a pas de bon sens. Dégueulasse. Horrible. Voyons. C'est un monstre. Et une chance que Freddie Prinze était là pour arranger ça. Puis sa sœur, Anna Paquin, avec une robe, là, puis une affaire pour enlever les sourcils. Là. Tout est réglé à la fin, hein, ça finit qu'ils finissent ensemble. Il suffit d'enlever les lunettes. Non, mais il y a quelques trucs que j'ai trouvé clever dans le film, mais ils les utilisent pas tant. Il y a un moment donné où il y a une fille qui raconte un flashback, puis là, les personnages sont comme en train de regarder le flashback. Je me suis dit, c'est intéressant, mais ça revient jamais. Puis à la fin, là, quand il y a une pause que ils ont engagé des danseurs pour danser au bal, puis tout le monde fait une chorégraphie. On dirait que c'est comme le trope qui est parti de là, de ce film-là. Puis là, tout le monde danse en même temps. C'est ceux qui ont inventé les flash mobs, les écœurants. Les tabarnak. Mais tu sais, si vous voulez comme du 99 dans votre vie, un peu cheap. Je reviendrai en 99 avec le knowledge que j'ai aujourd'hui. J'aime mieux Ken Hardly Wade que She's All That. Allez là. Ben, Ken Hardly Wade est quand même pas si pire. She's All That, c'est le fun, mais c'est niaiseux. Ben, il en faut des fois. De ce temps-ci, tu t'écoutes pas trop des trucs taxants. J'ai partagé ma story Instagram cette semaine de Chernobyl. Écoutez pas Chernobyl en ce moment si vous êtes down. Mais si vous voulez de la Christie de bonne télé, écoutez Chernobyl. Mais si les 1 an de la COVID vous donne un peu les blues, écoutez pas Chernobyl. Mais ça me fait penser, je peux-tu prendre 2 minutes pour parler d'une série télé que j'ai écoutée? Ben oui, vas-y. J'ai écouté la série Search Party. C'est sur Crave.
Il y a 4 saisons de 10 épisodes chaque. C'est super bon. C'est juste que je peux pas trop en dire parce que ça fait partie du fun de la série, de découvrir où ce que ça s'en va parce que tu ne sais jamais c'est où. Mais la prémisse de base, c'est un petit groupe de 4 hipsters à New York qui, il y en a une qui devient un peu obsédée avec la disparition d'une ancienne amie. Puis là, elle dit faut que je la retrouve. Puis à un moment donné, elle la voit comme vivante. Puis là, elle se dit OK, elle n'est pas kidnappée, il se passe quelque chose. Puis là, on commence à chercher. Puis là, il y a. C'est ça, je peux pas trop en Ouais, tu peux dire. pas en dévoiler. Mais c'est bon, c'est de l'humour noir quand même. C'est fait par Michael Showalter qui a fait. Comment ça s'appelait? American. Ça se passait dans un camp de vacances. Ah, Hot oui. American Summer. Exact, c'est ça. Yes. Mais c'est moins niaiseux que ça. Mm-hmm. Les personnages sont quand même réels. Là, même si ça dépend lesquels, là, ils sont un peu exagérés, mais le fun là, dans la série, c'est vraiment, t'as aucune idée où ça s'en va, puis ça va avoir des places assez dark des fois. Mais je l'ai dévoré genre en une semaine. Là, c'est super bon. Cool. Moi, je vais passer dans le reste de mes nouvelles vraiment rapidos pour qu'on passe à l'entrevue d'Anthony, parce que c'est quand même 1 heure avec lui. Mais aujourd'hui, sur Discovery Plus, que j'ai appris par la même occasion que ça existait, un autre service, une autre chaîne qui a son propre service en ligne. Donc, aujourd'hui, 15 mars 2021, il y a une nouvelle série qui va être disponible exclusivement sur Discovery Plus. C'est l'équivalent, la plateforme numérique à la Netflix pour le Discovery Channel. Et on va avoir une nouvelle émission qui s'appelle Expedition Back to the Future. Donc, Expédition 2. Back to the Future. On va jumeler 2 animateurs. Josh Gates, qui est déjà l'animateur d'Expedition Unknown sur Discovery, et l'acteur Christopher Lloyd, que j'ai interviewé jadis, qui jouait Doc Brown dans la trilogie de Back to the Future. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver la Dolorean ou les Dolorean qui ont servi pour le tournage des films qu'on connaît aujourd'hui, le populaire film des années 80. Au total, il y a eu 7 voitures qui ont été utilisées pour les tournages. Il essaie d'en trouver 6. Et le but, c'est d'en récupérer une pour la vente, pour une vente aux enchères de la Michael J. Fox Foundation, qui était la co-vedette de Back to the Future, qui a le Parkinson depuis des années, qui a lancé une fondation il y a ça plusieurs années de ça. Donc, Michael J. Fox est d'ailleurs présent dans la série. Il va faire une apparition, ainsi que des membres de la distribution de Back to the Future, dont Michael J. Fox, je l'ai mentionné, Leah Thompson, James Tolka, Donald Foley-Love, Harry Water Jr. et le scénariste Bob Gate qui seront présents. J'espère que ça sera disponible au Canada sous un autre format que Discovery Plus, parce que j'imagine que personne n'a ça. T'sais, moi, j'ai tous les services, puis j'ai pas ça. Fait que j'étais assez surpris. Sinon, pour les fans de comic book, je vous oublie pas, Captain America va célébrer ses 80 ans. Et pour souligner l'occasion, cette semaine, le 17 mars, Marvel Comics va publier un numéro anniversaire de Captain America qui s'appelle Captain America Anniversary Tribute numéro 1. Est-ce qu'il va y avoir un numéro 2? Je ne sais pas, mais habituellement, quand ils font des numéros spéciaux, ils vont mettre un numéro 1 pareil. Donc, on invite un artiste d'aujourd'hui à retravailler 2 numéros importants pour Captain America. Captain America Comics numéro 1, qui était fait par Joe Simon et Jack Kirby, et Avengers numéro 4 de Stan Lee et Jack Kirby. C'est l'artiste Steve McNiven qui va travailler qui a travaillé sur ce numéro-là d'anniversaire avec une coloration qui est moderne et une couverture alternative qui est disponible par Mark Brooks. Ça se vend $6,99, donc pour les intéressés. C'est correct. Si vous êtes un connecteur de ce genre de comic book, moi personnellement, ça m'intéresse plus ou moins, mais il y a des gens qui sûrement que ça va les titiller. Et sinon, rapidement, Marilyn, pour toi, j'ai écouté une nouvelle série de Murder sur Netflix. Elles sont pas toutes bonnes, parce qu'on a écouté récemment Vanishing at the Cecil Hotel, qui est c'est du true crime porn, là, tant qu'à moi. Là. C'est beaucoup trop long pour donner la parole à des conspis puis d'autres personnes de YouTube, puis ça va absolument nulle part. Mais il y a une série en 3 épisodes, puis c'est fini, that's it, qui vient de sortir. Ça s'appelle Murder Among the Mormons, et ça traite d'un fait divers que je ne connaissais pas, des années 80. Je l'ai écouté. T'aimais ça?
C'est pas pire. C'est une production de la BBC Studios et c'est co-réalisé par deux types, un certain Tyler Mason et Jared Hess qui a travaillé sur Napoleon Dynamite. Donc, oui, la comédie Napoleon Dynamite. Donc, il y a eu des... je ne savais pas, mais autour de la religion mormon, il y a beaucoup de gens, de chasseurs de documents, de vieux livres de l'époque, de vieilles lettres de correspondance. Et dans ce milieu-là, à Salt Lake City, il y a des explosions en 85 qui tuent 2 personnes. Il y a une 3e personne qui est blessée, mais qui ne meurt pas. Et là, on essaie de trouver qui est la personne qui vise ces collectionneurs et pourquoi. Et là, je ne veux pas spoiler, mais c'est 3 épisodes, c'est concis, c'est intéressant, c'est fascinant, c'est même troublant. Et je vous le conseille fortement. Pas besoin d'étaler ça sur 13 épisodes avec 25 expositions de 37 intervenants différents. C'est très, très bon. Donc, ça s'appelle Murder Among the Mormons. Non, c'est très bien fait, c'est fascinant. Puis moi qui aime les vieux livres, les documents, là, puis des murs de bibliothèque. Ouais, là, t'es servi là-dedans. Ça sent le vieux papier en écoutant la série. Oh oui! J'étais comme... Qu'est-ce qui te restait, Marilyn? J'ai juste une petite nouvelle. Chadwick Boseman a gagné un Golden Globe. Oui, posthume. Posthume, donc il a gagné... celui qui faisait Black Panther, a gagné le Golden Globe pour le Best Actor in a Motion Picture Drama pour Ma Rainey's Black Bottoms. Donc, c'est un film américain réalisé par George C. Wolfe. Il est sorti sur Netflix, donc il est sorti en 2020. C'est basé sur une pièce de théâtre qui était quand même assez connue. Et en fait, c'est les années 20, donc 1927 à Chicago, le monde du blues, une chanteuse de blues. Et sa femme, donc la femme de Chadwick Boseman, a accepté en son nom le prix et elle a fait un assez beau discours que vous pouvez aller voir sur YouTube. Donc, elle a accepté en son nom et c'est un discours très, très touchant. Et je suis vraiment contente qu'il ait gagné ce prix-là, posthume, mais aussi pour l'ensemble de son œuvre. Je suis contente qu'il ait gagné, il le méritait. Mais pour ce rôle-là aussi, il le méritait grandement parce que c'était un très bon acteur. Donc, il faut aller voir la remise du prix sur YouTube. Il te restait quoi, toi, Simon, dans tes nouvelles? Est-ce que tu avais complété? Oui, sauf que j'ai vu que Brian Michael Bendis va écrire Justice League. Ça va être dessiné par David Marquez, donc je pense que c'était son collègue sur Ultimate Spider-Man de Miles Morales. Ah bon, écoute, oui. Puis ça va devenir un peu le focus central de DC Comics, un peu comme était Avengers quand c'était lui qui le faisait avec New Avengers et tout ça. J'ai juste vu ça, puis j'étais comme « Ah, mais c'est cool! » Il continue à faire son DC-verse. Oui, il est plus exclusif pour DC. Il peut travailler pour d'autres, mais il travaille encore pour la boîte pour l'instant. Je suis content parce qu'écoute, moi, je n'ai pas grand intérêt pour la Justice League. C'est pas que je trouve que c'est pas bon, c'est juste pas mon genre de série. Mais écrit par Bendis, je suis curieux. Ouais. Bien curieux d'écouter ça. Bon, écoutez, on est rendu à la fin de l'émission. On va bientôt libérer Simon et Marilyn. Moi, je vais rester derrière l'espèce de système qu'on utilise pour diffuser, enregistrer le podcast qui est hebdomadaire. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Ça nous permet de financer nos activités, de payer le logiciel, les frais qui sont encourus par tous les projets que les Mystérieux étonnants font depuis maintenant 15 ans. C'est un podcast qui existe maintenant depuis 15 ans. On a déjà eu un studio. On l'a perdu à cause de la COVID, mais il en reviendra un autre éventuellement. Et on fait plein de trucs depuis très, très longtemps. Premier podcast, rassemblement de podcasts en 2012, donc bien avant que les gens savent c'est quoi un podcast. On en faisait. On est actif depuis longtemps, on n'arrêtera pas demain. Donc, si ça vous tente de nous encourager, vous allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Ça vous amène vers Patreon. Pour l'équivalent d'un café, ou comme Jake dit, une taille par année, vous faites en sorte que les Mystérieux étonnants existent. Donc, vous pouvez donner 2 $. C'est ça, c'est un café. Il y a du monde qui donne plus, c'est comme vous voulez. En échange, vous avez deux trucs gratos, un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation, en ce moment avec mon ami Rémi Saint-Cyr, j'ai combiné les noms des deux, Rémi Fréchette et Guillaume Saint-Cyr de On jase de films. On fait la rétrospective des films de Kevin Smith. On est rendu presque à la fin. Le dernier, c'était Cop Out. C'était très difficile. Cop Out, c'est pas très bon. J'aime beaucoup Kevin, mais là-dessus, ça a été bien tough. Et on a aussi Terre humaine chez Isidore, qui est le podcast sur la télésérie Très Brune,
Oui. Terre humaine, que toi, Étienne Forêt et Gabriel Isocolaire, que vous semblez torturer à chaque épisode, faites ensemble. Je comprends sa souffrance, d'ailleurs. Je veux juste mentionner qu'on a tapé d'autres épisodes cette semaine et la semaine dernière. Et on est enfin, à ceux qui suivent le podcast, on est enfin arrivé à l'épisode où quelqu'un passe à travers une fenêtre. Et c'était un grand épisode. Wow! Donc, voilà. Ils ont mis du budget dans cet épisode-là. Pardon. Donc, il y a aussi également l'autre podcast que tu fais avec Étienne qui s'appelle Noël chez Isidore pour les dépendants affectifs de Noël et tous les autres. Un très bon podcast que je vous conseille en ce moment. C'est un petit baume sur le cœur. Si vous filez blues à cause de la COVID, c'est parfait. Et on a Terre Kaiju qui est animé par Simon, mais aussi Jake Dion qui n'est pas là cette semaine. Un des membres du groupe, pas full-fledged, mais qui fait partie de l'émission. Donc, si ça vous intéresse, on est partout, sur toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Facebook, Twitter, mystérieux-étonnants.com et je suis très actif de ce temps-ci sur Instagram où je partage des planches d'artistes que je trouve sur Instagram parce que je trouve que c'est bon de se recouvrir de beau et pour juste, je sais pas, découvrir, agrandir ses horizons puis simuler des bonnes émotions. Donc, on va partir bientôt l'entrevue avec Anthony Daniels. Je ne vous dirai pas comment je l'ai eu, mais je vous dirais que c'est venu à moi. Je n'ai pas couru après ça. Enfargé dedans. Je me suis enfargé, puis j'étais comme tabarnak, c'est C-3P0, ça, quoi. C'est le genre d'anecdote que Jake, ça y arriverait. Là, Charles Manson! Puis là, j'étais allé au bar avec. Puis, c'est comme, il y a tout le temps des anecdotes comme ça, Jake. Mais merci à ceux qui ont rendu ça possible. Pour la petite anecdote, je l'ai mentionné tout à l'heure, le podcast existe depuis 15 ans. Moi, dans ma vie, en parallèle, je fais des entrevues de temps en temps. J'en ai fait avec plein de monde. J'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma vie. Je ne dis pas que je suis excellent là-dedans, mais j'adore faire ça. J'adore trouver la porte d'entrée quand j'interviewe quelqu'un. Donc, j'étais très appréhensif d'interviewer quelqu'un comme Anthony Daniels parce qu'il fait partie d'une franchise qui a marqué la vie de plusieurs personnes, dont la mienne. J'étais un très grand fan de Star Wars quand j'étais jeune, un grand geek. Je sais que Marilyn aussi. Tu as beaucoup aimé Star Wars. Ben, Simon, tout le monde aime Star Wars. Qui n'aime pas Star Wars? Moi, j'aimais C-3P0. J'aimais beaucoup C-3PO et je l'aime d'ailleurs encore plus. L'entrevue a été réalisée dans le cadre de la sortie de sa biographie en français que je vous conseille. Qui s'appelle Je suis C-3PO. Tu l'as? Souvenirs. Je m'en viens la chercher. Je peux t'apprêter si tu veux. Il y a beaucoup d'annotations, par exemple, dedans, hein, juste te montrer, parce que j'ai pris beaucoup de notes. Très belle biographie où on apprend. C'est son passage à lui, c'est son parcours à lui. Comment il s'est senti après la sortie du premier film, où son nom était rattaché très peu à la promotion du long-métrage de New Hope. Comment il y a juste l'expérience de comment tu tactes, comment tu joues dans un costume où non seulement tu vois rien, il fait chaud, mais tu n'entends rien parce que t'es en fibre de verre, tu bouges, tu fais du bruit, tu te coupes. Je ne sais même pas comment il a fait pour pas se tuer dans son costume de C-3PO. On en parle d'ailleurs. L'entrevue est en anglais. Comme je l'ai dit, on avait 40 minutes. On a continué pendant 1 heure. Il était super généreux. Au début, c'était un peu tough. Là, le Zoom, le tabarnak, tu as quand même Anthony Daniels devant toi. Là, c'est comme... Pensez à la dernière année sur Zoom, là, mais vous avez C-3PO qui vous parle. C'est vraiment bizarre. Mais à un moment donné, le rythme pogne. Je suis désolé pour mon accent, il est dégueulasse en anglais. Mais je pense que mes questions ne sont quand même pas pires. Moi, je vais diffuser, pour les gens qui nous écoutent live en ce moment, l'entrevue. S'il y a un problème, je n'ai pas de contrôle granulaire sur les vidéos que je peux faire jouer. L'entrevue va être disponible en audio sur notre plateforme de podcast. Ce n'est pas un problème. Et je vais la rendre disponible par la suite sur YouTube dans son intégralité, si ça vous tente. On est également sur Twitch maintenant. Je remercie d'ailleurs au passage Mathieu Niquette qui m'a montré comment utiliser Twitch, parce que je suis rendu un vieux monsieur et je ne comprends rien. Peut-être un truc anecdotique un peu drôle. J'ai fait une session Zoom, donc j'ai envoyé un rendez-vous Zoom à Anthony Daniels. Et peut-être que 5 minutes avant, je ne m'étais pas encore logué. Et je vois dans mes courriels, Anthony s'est logué à la conversation. Puis je suis comme, tabarnak, je suis pas là. Là, je vois jouer à la conversation, il n'est pas là. Puis là, je commence à suer. Je me dis, oh non, il est parti, là. Il y a d'autres choses à faire. Mais, ouais, c'est ça. C'est une situation. C'est une situation. Si vous n'êtes pas familier avec le show, je garde beaucoup d'interventions. J'aime ça quand ça respire. J'aime ça le vrai. Pour ça que c'est pas une erreur ou de la maladresse. J'aime ça que ça respire. Il y a un peu d'édition, mais très, très peu, comme je l'aime. Puis on
fini là-dessus. Fait que je vais rester sur les médias sociaux pour parler avec vous autres en direct. Mais sinon, on se voit la semaine prochaine. C'est bon? Bye. OK, attends, partez pas tout de suite, mais allez chercher la vidéo. On va voir si ça marche. Je me sens comme une maman fière. C'est bien, c'est gentil. OK, à la semaine prochaine, tout le monde. Bye-bye. Bonne entrevue. Bye. Your biography, your memoir, just got out last year, just like before COVID hit. Yes. So the title in English is I Am C-3P0, The Inside Story. And the French version that just now is available in North America, I got the copy right here, like you. It's called Je suis C-3PO, Les souvenirs ne s'effacent pas, which is like a reference to the fact that C-3PO memories can't, it's been wiped out. Do you have like an oversight on the French title, or is it something that the editor do? It wasn't my title. Wasn't your title, yeah. No, I wanted to call it something different. And the publisher said, nobody will understand your title. To me, it was obvious, but they said only a true Star Wars fan would know. And since this book is not just aimed at Star Wars fans, but aimed at anybody who listens to people talking about their life, because it may in some ways reflect what is going on in the reader's life. It's a general growing up, going through an experience over 43 years and more. So they wanted a more general title. And that one was Telling the Odds. Now, many people, do you know what that means? I don't know the French translation, but I know it's a reference to something that 3PO does during the movies. He does, but particularly there is a moment in episode 5 where he is explaining to Han Solo the odds of successfully navigating an asteroid field are approximately 3,721. And Solo said, never tell me the odds. Yeah. And so now I'm telling the odds. And it's one of the most quoted lines in the English language. Ne jamais dit something les chances. Don't ever tell me the chances. Exactly. Yeah. So they were right. So I accepted I am C-3PO because, and les mémoires ne se fassent pas, they expect. Doesn't get away. Because in some ways, and then people were writing and saying, are you referencing Mr. Spock's book? I am Spock. I'm not Spock or something. No, I wasn't at all. I've never read it. Did you know the book existed before titling the... No. I'm afraid to upset all the Trekkies out there. One science fiction thing in my life is quite enough. So I'm not a Star Trek fan. I'm sure they're lovely films, but... Yeah. I haven't... I envy Data in his... Well, actually, I don't. Did you envy him, really? Well, that kind of makeup is pretty gross by the end of a day's filming, frankly. So perhaps I don't. No. When you watch like a play or listen to an album or movies, there's some themes that comes up to the surface, like bubbles. There are recurring themes, and one of the recurring themes I had in my mind while reading your book, and I want you to hear you on this, was about one of the main themes is isolation, like physical isolation and social isolation. Do you think it's right? Yes, I do, and you're quite right to pick up on it. And one of the lovely things in the book is that I managed to find all sorts of photographs and so on, and in the attic. And one of them is of that first painting, the first sketch. Yeah, and it's in the book, and it still sort of speaks to me today, because what you have when you look at it is this rather bereft, almost like an orphan coming towards you, or a stray animal, a cat or a dog, saying, help me, I want to be with you. Because the background is so lonely. All right, there's the little box at a sign, that's R2-D2 eventually. But there's something bereft on this planet. And it clicked straight away. Yeah, you talk about it on your book. Yeah, and it's a true story. Other paintings like the Mona Lisa doesn't do anything for me at all. People revere it and adore it. I don't know why. Show me a picture of 3PO, and here I am 43 years later, and still connected with him. The character kind of annoyed. Yes, go ahead. But also, you're quite right to pick up, because once we began filming, I hadn't
really true. I tried on the costume for maybe 10 minutes in the studio in London, but out in the desert was the first time. And very quickly, I realized how cut off I was from people around me who couldn't look straight at me, really. And I couldn't look at them unless I pointed my head straight at them. And I was encased, and certainly on the first day I write about that, I was locked inside this thing for the whole day. And that was really, really difficult. And then, of course, I talk about, in a way, the loneliness of having my best friend, R2-D2, who was this silent object, never spoke to me. So the combination of all these things, yes, I think in a way it helped the performance, frankly. It was uncomfortable. I got used to it. But I think it spoke to the way he turned out. But I'm glad you pick up on it. Do you think there's also isolation in the way you felt that you were treated after the first movie was released? Isolation, rejection, abandonment, nullification. I didn't exist. Yeah. That was an extremely difficult time. And I talk about it quite honestly because it hurt me a lot. And if I think about it, it hurts today. Obviously, time has helped. But in writing about those chapters, I became quite upset because they're obviously very deep-seated, and I don't bring to the surface all the time. But also, writing about them maybe helps people who are reading think about times they've been hurt, they've been neglected, and whatever, and they have got through them, because that's the important thing, to survive, to get up again, to carry on. Do you feel that now you've been able to incorporate this experience into your life? Did you move on from it? Oh yes, it certainly moved on and up. And what I was very pleased to find when I finally put the book together, because as you know, it's written in segments, which, all right, they're structured around 11 Star Wars films that I've been in, the trilogy and Rogue One, great experience, brief, and then Solo, just for fun. So 11 movies form the framework of the book, but on that I can hang various other experiences and comment and so on. And putting it together, when I finally chose the order in which they would go, I realized, rereading it again, that I had made a journey, that I'd been on a journey, and never noticed, actually, until I sat back to look at it all and thought, but fortunately, there's a curve in the journey. It starts quite high and then immediately drops down and then climbs over the years. So it is the fact that I stuck with it. And I stuck with it. Why? Because it was a job. It was a paid job. But the real reason why I did the second film was that I really liked the character. I like C-3PO. I wanted to look after him. So that meant me being in the movie. He can't be there without me. That's one of the things I picked up when I read the book. I felt like you were very protective of him. There's an anecdote. I don't want to spoil it for the people that didn't read the book yet, but there's anecdotes where you go into a museum and you try to arrange him. But still, when you receive script from the movies and you participate in all those recording sessions, there's very I feel like you're like his guardian in a way. And did you notice happening this to you, or this came subconsciously, or? I think it happened subconsciously and then absolutely practically, because I become aware. And, last week I was recording something in a studio, and in the end, I stopped saying, is it all right? This is what I have rewritten. Because they kept saying, oh, yeah, that's good. So I just didn't even tell them what I was recording. But I have now said, and in fact, I think I've explained to some people in the film, including J.J. Abrams, that I am 3PO's guardian on this planet. There's nobody else speaks for him but me, so, and by employing me to do something, you have a consistency of his character, because I know how mostly I know what he wouldn't say, because you'd be surprised what script writers come up with. You go, no, that's so out of character. And if it's out of character, then you begin to spoil what the audience has been with all these years, right from 1977. They know
they want 3PO to be the same quirky character, different situations that changes his circumstances, but they don't want him to do something totally off-piste. Unless it's totally deliberate, wonderful things like the Lego Star Wars Chronicles. He's in character, but in such wacky situations that you can laugh at them, and the holiday special and so on like that. You can have a different view because they are beloved stories. Yeah. I just want to add a note right here, because in the book you talked about the reaction that C-3PO got when he got off from the Falcon, the Lego movie from Phil Lord and Christopher Miller, and the people cheered. I had seen the movie 2 times in theaters for my job and just for recreation purposes, and that reaction happened every time. And I remember the first time, I don't know why, I laughed out loud. I was so happy to see him. And there's something like ambivalent about the situation. There's a party in the Falcon. There's some kind of side quest going on. I don't know. Yeah. The fact that we see him more than the other characters at that exact moment is the perfect timing. And it was the timing. And that's, back in the original film, I didn't understand about editing, and we would shoot scenes that I thought were useless. But of course, the editor took a few seconds from here and a few seconds from that clip and so on. And often it's the editor's timing to choose the scene. And then, in my case, 3PO timing of, can't remember the lines now, but it combined, in a good movie, it combines. And I think the Lego movie was good. And I'm delighted, you tell me, that there is a little cheer every time you sing. I was very surprised and very happy. Yeah. You're talking about the good side of your experience with the Star Wars franchise and the bad side, and you don't go into details, and I appreciate that. I didn't want to read a book about anecdote. I didn't get along with this person. That kind of stuff doesn't get. I don't like that. But I was wondering, while you were writing it, if there were any apprehension from the reaction that you maybe will get from the fans or the other castmates. Was it something in the back of your mind? But it's a conscious decision. You decided not to go into the details and stuff like that. Yeah, that's a very, very good question. And it was a conscious decision. There are things I have not said because, how can I put it? I became aware, once you start writing, and I will never do it again. It's tough. It's tough. Yeah. And the publisher had never done a book like mine, so they had no idea how to help me. And so I was, talk about isolation. Mm-hmm. Again. It's a team. I kept asking for help and nothing came back, so I just got on and did it. And but when I was writing, I became conscious of seeing headlines in the paper from an actress, an actor, whatever, or somebody who had just written a book, and they would be saying, they would make these headlines out of something, I was attacked by so-and-so or whatever. And I think, well, why you're saying this now to sell the book? Mm-hmm. And it's very unattractive, and I don't like it. And so I chose not to do that. I'm not saying there were huge revelations that I missed out, but in good taste, I didn't want, I've been negative about one or two things in a very honest way, but I'm not going into real details about it because it's unnecessary, it's bad taste. And what kind of feedback did you get from the readership or the other castmates from the book? Is it a positive one, or do you have any comments from? I read a review. Somebody sent me a review that said this is a dreadful book written by an amateur who talks about himself all the time. It made me laugh so much. It's a biography. It's a biography, man. Okay. The reviews have been very, very nice. I think anybody who does anything wants to go back and fix it later, like George with the things. That's not going to happen. People have liked it, and the fact that it's been now translated from English first in Spanish and in Japanese, and now in French, I think shortly in Korean. And the interesting thing about the French translation, which is the only language I can almost read, is it's so
beautifully eloquent. It's not word for word translation as I would do as a poor schoolboy. The translator has taken what I mean and put it in French. Yeah. And it's beautiful. Yeah. And I'm actually learning French from reading the English, from knowing the English and thinking, that's how French people would say it. That's one of the things I usually read books in the original language if I can. This is the French version that was available in Quebec, and I wasn't like put off by it in any way. I think it reads really easily, and it contains a lot of great anecdotes. It's not all negative. I just want to make sure to people at home that absolutely not. Yeah. But most people in their life suffer negative experiences. Sure. And you have to, if you're being honest about things, you have to put the good and the bad and the ugly and the boring and the exciting and the moving and the great and the sad, and it's all there. But when you think that the outcome is that I'm able to still play this role, still want to play this role, I don't have to, but to still be enjoying the character. But also, and here's the thing, I didn't realize until I finished rereading it how much I talk about the fans. And, and I say that the fan, I think the French is amateur. Which is not a great translation. Is what? It's not a great translation. Amateur is like amateurish, but it's a direct translation, but I think it lost a sense of the word. Even fans in English, I don't think it's a great word. I don't like the word fan, because it implies crazy, and that's not it. Most of the fans I write, as I say in the book, that they're normal people who like very much what I and the other people to do did. And I've had experiences now around the world, literally around the world, of people who've taken the chance to come and talk to me about an experience they had when I wasn't present. They watched the film. I wasn't there when they could go, yeah, that's good. And because of them, we made Star Wars, made 9 films plus the others, because people liked it. Because people forget that back in the day, there was no publicity for Star Wars. There were a few trailers, which I can remember, an explosion. But it was the first audience who happened to go to the theatre, who ran out and got their friends, ran back in again, and so it evolved. So it is the fans or the audience who caused this phenomenon. The movie business wasn't what it is now, and even the merchandise thing, the action figures, stuff like that wasn't like a business model. Star Wars invented that in some ways. And did you remember specifically when you noticed that, okay, this is something huge? There's a buzz around it, and I never seen this before. It's overwhelming. Well, I talk in the book about the first time the film had opened. Nobody told me. That is crazy stuff. Okay. That I read about it on the front of a magazine, and I thought, wow, that silly job I had has turned into something big. And then, yes, the merchandise started to happen, and it's an indication of the industry at the time that there was very, very, very little merchandise available, because nobody thought it was worth doing. Immediately, of course, they rolled it out through Kenner and so on, but there was a big delay in that happening. That then, next time they were prepared, and people want some of that merchandise to elongate the experience of being in the theatre and to recreate it at home and so on, have souvenirs. So from the thing while I was reading the book, I was thinking about all the time I've seen you in the world of C-3PO. I heard you in series like Clone Wars, Rebels. You talked about Lego, the Lego movie, video games. You were in specials. You went to special event, museum, concert. From all the actors who participated in that huge franchise that is Star Wars now, I think you were the one that most involved in it. But the start, like we talked earlier, was somewhat a letdown, and I was owing, the isolation part.
I was wondering, was it a way to, I don't know, say it in English, but C'est en français. Pallier à la mauvaise expérience, like trying to reverse the first bad experience. Hey, I am here. I wasn't part of this thing, and I will show you that I can be in everything you throw at me. Does it make sense? It's certainly ironic that for somebody who was completely negated from that first film experience and afterwards, and I'm trying to think when it became part of, all right, the next film came up, and I nearly didn't do it, because why would I want to repeat such a negative experience, either filming and after its debut? And then, of course, I realized I like 3PO and I wanted to look after him. But at some point, it became clear that I had a skill possibly like 3PO in presenting things, of being a bridge between the film and a live audience and so on. And that of course culminated in the way that I start the book, which is talking about the experience of Star Wars in concert, which we performed in Montreal and in Toronto and many other places around the world. And that was a tremendous experience of meeting the thousands of fans every night, adoring memories of the film on screen, but also absolutely adoring John Williams' music and adoring the story as I narrated it, a cut-down version that even I could understand. So in the book, you talked about those experiences, those anecdotes. You talked about filming anecdotes. Some like shooting were easier than others. Some were more, there was more tension than others. What do you think can make a good filming experience, to create a good bond between the cast members? Because I'm sure you've learned it from now. I mean, you've played in all the movies. You've seen what are the great ingredients to a great filming, symbiotic relationship. Yeah, I would say that it starts off with having, who does it start off? It's difficult because George Lucas was there at the beginning and had such a strong, strong idea, to put it mildly, that one was sort of confident of the basics that were happening. Then you come to the director, because he only directed one film. He doesn't enjoy directing, really, or he didn't back then. And then you come down to the personalities of the director and of the producer. And some people don't realize that the producer is almost like the daddy of the whole thing. He's making sure everything's in place at the time and that everybody feels comfortable. Some people find it easier to do that job than others. There's more to it than just making sure that somebody's bought a camera and some film and a light, because people are involved. And in many ways, the film industry can be quite unkind. It's a business that costs thousands, in a big film, thousands of pounds every minute in the studio. You have hundreds of people working. If something delays it, that's hundreds of people's time wasted, And a simple example, and it's not unique by any means, is when I found out, because I knew that they were not going to use Ray Park's voice as the voice of Darth Maul. It was brilliant as the combat, doing the fight, but they wanted a different voice, and they employed somebody, very, very good actor, Peter Serafinovich. But nobody told Ray. And he would have gone to the theatre and gone, wait a minute, that's not my voice. That's my voice. No. And I thought it was just mean. I mean, not mean, it was thoughtless. And that's an example, small one. So I told him, get over it. You're brilliant at the fights. They changed the voice. There are experiences I've had where it's clear people have their mind on other things. Fair enough. They could be nicer sometimes. Yeah. So I've had both experiences, and I'm not the only actor to feel that. But you talk in the book, and the title in French for that particular chapter is Joy, Joie. And you talked about the fact that you talked about J.J. Abrams. You have very kind words for him. And you said it in French, it's not a direct translation, but that he made you love making movies
Yes. which can be a great experience. So Yes. what was different from Abrams' approach from the other directors, or what was better from his approach? There is this kind of silly phrase, kind of, that somebody is a director's actor. It's like a coy phrase that actors trot out when they're trying to be nice about something. He is very communicative with all the cast. He understands humanity very clearly. Yeah. He's like a highly intelligent child. He's so full of enthusiasm. His energy just communicates itself. His kindness is endless. So my experience of working with him, and other people would agree, he just makes it easy to relax and do stuff that may be wrong. And, you know, when you've done the 14th take, because he wants to have it just, it's bad enough you're wearing normal clothes, but in 3PO's costume, you do 14 takes or something. That's enough. That's torture. And he always used to say after every take, "That's terrific, really good. Let's do it again." And it's like, so the personnel, all personnel, changes on these things, and the tensions are quite high because, again, it's quite an expensive process on a big film. But you want, as a director and a producer, you want those actors to be relaxed and to feel they can fail and make a fool of themselves and do it again. And you get the best out of them. Shouting at people or making them feel uncomfortable is just stupid, arrogant, and cruel. And there are people in the industry who get off on a kind of power play. There's another thing I was surprised to learn while reading a book is how much C-3PO, which is a great character from pop culture, is a death trap. I mean, while I was reading it, I was like surprised that you didn't get more hurt or that you didn't get like physically ill from the chemicals, from everything that you have to suffer. Are you surprised from this fact that after reading your book, I was like, did this man like got tortured like during at least 10 films? Well, you'll remember that the original actor in The Wizard of Oz playing the Tin Man had to resign because he was affected by the chemicals in silver makeup, by the paint. Yeah. In this case, it was only fiberglass, which is disgusting. It's the little fragments of, you just itch. Yes. Terrible. Yeah. But that was it. I did end up with some pinched and bruised, but I am amazed the number of times I've fallen over that I haven't actually really. And I think I've learned in some ways relax, like a stunt person does when they fall. Yeah, I'm a bit surprised. You could have broken your neck so many times, no? Yeah, I didn't. Thank you for, I will say at this point, thank you for knowing what you're talking about. Oh no, it's my pleasure. I'm just so excited to be able to talk to you. I'm not a fast reader, and I sit down with a book. I did 2 readings, and I devoured it. And not just because I was going to talk to you. I was very surprised about the kind of anecdotes and the human aspect of it. That's what touched me the most. You were talking about, that's the thing that's strange for me. And for people, maybe when they're going to read the book, they want to learn. You can be on the biggest franchise from pulp culture. This is one of the biggest ever. Can transcend cinema now. It's everywhere. But you can feel lonely in it. And I think there's a lesson there to be learned. That's what's touched me the most. I think it's inherent in something so big, and when one is a small part of it and there are bigger forces around you, I think it's quite easy to feel lonely. Certainly in my case it was. And then, of course, paradoxically, at other times, as with, you have a big opening event, as for episode 9, for instance, and you can be exhausted by being with people and talking to people, and so you can have overload. So there must be a fine balance somewhere. I don't know.
you talk about when the first movie came out, and there was a great reaction from the public, and we talked about the way this movie was revolutionary for the industry and everything that's connected to it. And in a way, you weren't part of the promotional, promotional campaign for promoting the movie. Your name wasn't attached to this. Yeah. Harrison Ford was, Carrie Fisher was, Mark Hamill was, Sigourney was. You were presented as C-3PO, and you felt like that this note came from Lucasfilm itself. Do you know if it was something official they made, or did you ever learn about the truth about that? I think it was George and the producer, Gary Kurtz, who's dead now, and Fox, and they just, going back to Ray Park's voice, they didn't care what I thought. They didn't care about my feelings at all. Yeah. They just wanted people to believe in the magic of their mechanism, literally, their mechanical figure. And, that was at the beginning, and we moved on from that. But, yeah, it wasn't a nice way to proceed. And it's given me and in a way it somehow made me remote from the movies, that I don't particularly I watch them out of a sense of duty or homework or whatever, but it certainly removed a sense of warmth that I might have had, which is a shame, because that first movie was actually my favorite to watch. Okay. So kind of innocent, whatever. But I couldn't bear to talk about it. My friends wanted to talk about it. It must be great, etc. And no, I didn't want to talk about it because I was made to feel ashamed in some ways, But those days are gone. It's part of my history. You talked about at the same time. I didn't want to talk about it, and I'm conscious today of not wanting to spoil in the minds of the audience, the minds of the readers today, the minds of the listeners. I don't want to spoil their memories of something that was often seminal, as I talk about in the book, seminal in their family towards entertainment, their bonding, particularly with their father and so on over the story. It was a very important common experience, and my private experience shouldn't taint what they felt or feel about it. Was it in the back of your mind while writing the book? That kind of apprehension to maybe spoil the franchise for some people? Yeah, because I didn't want to. Yeah. That wasn't the point of it. I was just saying how it was for me at a time when everybody else was at the party. And I think I wouldn't be alone in life experiences to have felt in some, as readers may feel, yes, I remember being left on one side. Yeah. At school, when somebody was picking the football team, you choose one, he chooses one. I was the last. So was I. Oh yeah, I resent those memories. I don't know. I'm nearly 40. I think about it sometimes. There you go. You resent those memories. You remember them. Yeah. And it's formed part of your character and your awareness and so on. There's nothing wrong or shameful in that. You have I feel like you have a lot to say. I mean, I've seen you in interviews for Good Morning America and stuff you did for and right, and is it again a reaction from the beginning of this voyage with the franchise? The fact that you have so much to say and talk about the franchise and everything is like in between. I feel like at the beginning you didn't have what you needed, and now it's going to be all over. I'm going to say what I want to say. Yeah, I think that's fair enough. I would watch interviews of the other actors and think, well, I could do better than that. Why didn't they ask me? It used to annoy. I used to hear stories of how annoyed the actors would be, the human stars, when people would say, "So, how does it feel to be upstaged by a couple of robots?" Oh yeah, that people wanted to talk about preview and so on, and I think some of them got a bit angry about it. But they are the heroes of the movie. For me, R2-D2 and C-3PO are the real heroes. Even C-3PO for me is like kind of dramatic hero. Nobody listened to him, but most of the time he's right. And that reflects normal human
condition, normal human experience. Nobody listens to me on a daily basis. If the tax authorities don't care what I think, I follow the law, but I don't make the laws. We have Her Majesty the Queen, but what she does, she doesn't care what I'm doing. Other people are imposing rules on us all the time, and they have to. We all drive on one side of the road because it's safer, and we're grateful. Nobody asked me which side of the road that should be. So we are all somewhat, we're bumbling along as best we may. And that was George's original thesis, like the two characters from The Hidden Fortress. Like the Rosencrantz and Guildenstern, there's been plenty of stories of people who are blown by events that I can't change anything. Mm-hmm. And for the most part, it's fine. But here you have quintessentialized in the movies two characters who are put upon by everything. And you have one who vocalizes his discomfort on behalf of the audience. Yeah, that's the thing. I think sometimes C-3PO is the voice of the audience. It was for me sometimes, actually, yeah. Oh, yeah, and because he's a caricature, if you like, you can exaggerate his feelings, and the script did this. I took the script and carried it further, and became increased. But you can get away with more because it's a form of pantomime, if you will, which is an exaggerated form of theatre. But the feelings he expresses, and that there is a story, I think, in the book where a child or somebody who was a child at the time, who I met fairly recently, said to me that as a child, he would watch the film on TV hiding behind the furniture. So he would peek out, and if something bad was going to happen, he would hide behind the sofa. But it helped him that it was okay to be afraid because 3PO was afraid. The gold man. Okay, I'm afraid. And that helped this child, who became an adult, who remembered this to cope with fear. And one of the thesis of art and theatre and drama is to have this cathartic experience without getting hurt. Sure. You can experience hurt and sadness, but it's theatrical, but it helps you. There's a movie in Quebec. It's an old movie. I've seen it in university a bunch of years back. It's called The Clandestin. And it's about stories of like immigrants who come to North America and Canada in this big container. And in the container, they're stuck. And there's a big dynamic. There's the guy who brought all the food and the water and people that didn't bring enough for the voyage. And of course, they're stuck in it. And the main character was like the antagonist. The director came to university back then, and he said that people on the set didn't talk to him. They hated the guy, but he was the sweetest guy ever. He wasn't a regular actor, but the character was such an, excuse me, my English, it was such an asshole that people naturally on the set didn't want to talk to him. I don't know where he came from, but that dynamic was there. And while I was reading the book, I was thinking, maybe it's what happened to Mr. Daniels. Maybe in some way, the dynamic with some cast members was influenced by his character, maybe on a subconscious level. I don't know, but I don't know. The one I can, not really, because, I got on, we all got Mark. on. Yeah. But certainly working with Harrison Ford on the second film, and I was sad that R2-D2 had gone off somewhere else. But suddenly I was making a new dynamic with Harrison, which was wonderful because he was just great. Irritated, and that was a dramatic effect, and was great to play off because 3PO paradoxically came out of his shell and was really quite sort of irritated by Han Solo and so on. That I enjoyed very much because 3PO very much depends on the circumstances he's put in. His machine. So you need to come up with these new ideas. And what I loved in the last film, The Rise of Skywalker, was that the same dynamic, slightly in a different way, was in the script and happened on the set with Oscar Isaac, who played in absolutely adorable experience because he met, and a lot of it's been cut out of the movie, sadly, really sadly, because Oscar saying his lines
to 3PO in such a way that I just giggled every time he spoke to me because he was just being mean, but in a very funny way. So it's very good to have different characters. And I don't think anybody was bad enough. You know, Star Wars has got some villains in it, but they're sort of pantomime villains. You know, even the Emperor. Yeah, he's like the ultimate evil. You know, he's evil. But in such a way, it's like it's a bit silly. Yeah. And Ian McDermott, of course, is an adorable man, and a delight to be with. Very, very funny, and a really wonderful actor. So even seeing him through all the makeup, you know, it doesn't affect the way you feel about it. But sometimes audiences can get confused about. I remember Alec Guinness, wonderful Sir Alec, telling me the hate mail he got through the post in those days. You know, there was no internet, but he played Hitler in a production, and people got very confused that he might, as it were, be Adolf Hitler. What? Oh yeah, people can be convinced. I mean, now in an era of, what do we call it? Instant opinion. Well, now we got people making funny opinions about things. Yeah. I won't go there. No, don't go there. Please don't. You're talking about Sir Alex Guinness, and you talk fondly of him in the book. You have great memories of the man, the actor. You shared at one point an anecdote, the fact that in some ways he resented being so closely associated to Obi-Wan. Yes. And he had an amazing career, big career. Did you have the same kind of resentment towards C-3PO at one point in your career, maybe at the beginning of your journey? Something like that, yes. But it was my choice to continue, and it was my choice to present 3PO the way I played him. Yeah. And then I think I say somewhere, you know, I was grateful that the audience liked what I did. But then, yeah, there was a time I thought I should be doing other things. I could have gone off and tried, but I didn't. So I have no right to. I remember saying at a party to host, "Is that so-and-so actor?" And she said, "Yeah, go and speak to him." So I went over and I said, "Hello, I'm so-and-so. I love what you do in that program." And he said, "I do other things, you know." Well, I have disliked that actor ever since, because it was a silly, rude thing to say. I went to praise them. I think some actors, and I won't name names because, you know, but I had an interview an actor from another franchise in Star Trek, actually. And the second time we are Pat Cross, you know, and it was a lot of resentment, and I didn't know why. I'm the kind of, you know, fan, if you will, that are trying to immerse himself in some kind of the dynamic or getting an autograph. That's not my kind of stuff. But I felt resentment that was like toward me, but it wasn't about me. It was about the fandom. There was a stigma that was associated with his role. For some reason, he wasn't comfortable with the fact that it was so closely associated with character. And maybe he has other aspiration that wasn't ever not able to get because of the closeness with his character. So I was wondering if that kind of dynamic happened to you in some ways, that you felt that you were stuck with C-3PO. Kind of a little bit, but I would have had the choice to say no, I don't do this anymore. And going back to Sir Alec, if you look at his work, I don't know in his filmography how many movies he did. Then there was his stage work, and he was truly remarkable from playing, you know, all the parts in Kind Hearts and Coronets, including a female dowager and so on. And then if you look at him in a film called Tunes of Glory, where he's playing the most vicious Scottish sergeant major. I mean, so offensive, so horrible, so bullying, so intimidating. So it's a tragic film. And he is brilliant in it as this vicious
soldier, totally different from this gentle old guru, Obi-Wan Kenobi, which I think must have been fairly easy, more, I was going to say easy to play, but harder to play because there wasn't much to hang on to. You know, gentle old man in a dressing gown, basically. Yeah, but he brought so much. He brought so much the character with so little premises. That's what's amazing. When you watch the first movies, all of you guys are. Today people knows about Star Wars, but at the time Star Wars didn't exist. It wasn't something, but you built upon something that wasn't there. That's quite amazing. George Lucas's writing in the first one was really quite simple. You know, you had the stock characters, if you will, the princess, the hero, etc., and the guru that the hero has to meet on his journey, and all the temptations that Luke faced, or his doubts that the guru helped him through. It was based on the tenets of storytelling, and it came out at a time when people were unknowingly ready for something like this. And my point in talking about Alec towards the end of his life is he died before he had a chance to realize, as I eventually did, what a brilliant gift he had given and had been received by the audiences, and the audiences loved him for that gift. They weren't worried that he was in kind hearts and coroners, very nice, whatever. But the thing they loved him for was being Obi-Wan Kenobi. And he died before he came to that kind of sense of acquiescence, if you will. In some ways, this character... he died before he arrived at that sort of sense of acquiescence. And I believe if he lived a few years more, he would have realized what a gift he had given to the world and how grateful the world was. You say that when J.J. Abrams called you and you said yes. Do you want to only do the voice? No, I want to do the character. I want a new suit though. But you don't really talk about the modification that was made to it. You'd say it's in plastic, it was in fiber. But can you talk about what it was made of and what were the modification, the updates? As I say, there was something curious about politics between Lucasfilm and Disney and whatever, that they weren't allowed to touch the original costume or see it or whatever. So they made one from scratch from photographs, which, I mean, just not the way. That's strange, though. That's a strange situation. But then they used the modern technique of 3D printing, which is made out of plastic filaments. And David Merriweather, one of the top technicians on the film, just devoted himself to really helping me out. And the main thing that changed was, if you think of 3PO's head, which have the big eyes and the kind of earrings on the side of his head, and the head is in two halves, and the earrings originally were these bolts that had to go through various holes that moved as you kind of tried to fix them, and therefore it took half an hour to put on the head. David looked at this and very quickly just redesigned it so that the whole thing came in two bits with one bolt on the top. The rest just hinged together. That took 6 seconds to put on, maybe 3 seconds. And it meant that during filming, I could put it on, take it off, put it on, take it off, don't know, ad infinitum. And that made filming so much easier. I'm so grateful for that. Was it lighter though? Was it like more? It's still pretty heavy. So by the end of the day, you've been carrying a lot of weight around, and often on concrete floors and the unsprung floors in the studios. But again, the bits came off and on quite much more easily. So filming was much more comfortable, even out in the deserts of Tunisia. No, Jordan. Oh, yeah. See, I'm forgetting the words. Marvelous time. Yeah, so ways of making things. The films are so inventive, and often employ such brilliant craftsmen. And I don't know where else they would work, really, but films require a whole team of artists to make all sorts of things.
Yeah, it's the perfect blend of art and technology, in my opinion. And we see that in the sequel trilogy. Yeah. I have to ask you a final question, because if I don't, people are going to kill me. And I know that's the question they want me to ask you. If there's any possibility for you to come back, will you? Like in the flesh? I bet we didn't see the last from C-3PO. It's going to appear somewhere. No, R2D2 got his moment in The Mandalorian. You have to come back in some kind of... I don't care. I want to see you back. So, but in the flesh, in the costume, will you see? 3PO's mind got wiped. My mind is slowly wiping away, but I have an open mind. Okay. And remember that I am very, very fond of 3PO. Yes. And I think he quite likes me. Good. We'll end on that note. And I just want to add, and I want people to go back to buy the book. What that book made me realize, and I rewatched the movies just for this interview. The book made me see you behind the armor. That's the first thing that caught my mind when I started watching the movie. Oh, I see Anthony Daniels now. He's right there. He was right there all along. I didn't see him before reading the book. And that caught I was, oh yeah, that's what the party's talking about, the book. Yeah. So I like that. You like it? I like that very much. And funnily enough, the opposite happens in the sound studio near here the other day. I had a new engineer and also somebody from Lucasfilm that I'd not worked with before. And I'm dressed like this in the jeans and a shirt. Yeah. And because I'm being C-3PO, I stand like him and they both go, I can see the costume. And that's lovely. Yeah. 3PO has made a big impact within the world of film, and I'm really glad about that. Yeah, you should. It's an amazing. It's a role of a lifetime, a character from a lifetime, and it's gonna. Yeah, and thank you for this moment with me. I think I'm gonna associate you with the movies now. Every time I rewatch it again, it's gonna be, yeah, that's Anthony Daniels behind. That's C-3PO. I like him, but I met the man also. So thank you very much. I love the fact that you, as I think I said earlier, that you've read the book. Yeah. You've understood it. You haven't just read the words. You've understood it, and I'm grateful for that, because you never know how you are interpreted throughout people's minds. Well, when you write something, the writer dies afterwards. It's up to the readers to decide what they want to read and when they want to interpret it. So, well, we all come to something with our own prejudices and our own views and so on. We have to be careful. Yes, that's a great lesson. Wisdom from C-3PO and Anthony Daniels. That's great. Thank you, sir. Oh, Benoit, it's been a real pleasure. Yes. Well, likewise. Good luck. Stay well. Get a vaccine. Yes. In July. Oh, really? Fait que c'était mon entrevue avec Anthony Daniels. Ben oui, c'est arrivé. J'espère que vous avez apprécié. L'épisode en entièreté va être disponible sur YouTube, Twitch et bien sûr notre plateforme principale en balado. On est un show qui existe principalement en balado. On diffuse maintenant en vidéo et en direct sur Internet parce que COVID oblige. On ne se rencontre pas physiquement. Éventuellement, ce sera le cas, mais pas pour l'instant. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ça a été un beau moment. Je suis très chanceux, moi, dans ma vie, de rencontrer des gens comme Anthony Daniels qui sont non seulement qui ont marqué l'imaginaire populaire, mais qui sont aussi très généreux de leur personne. Et il y avait une belle chimie entre les deux. Je crois qu'il a bien aimé mes questions. Et j'espère que vous les avez appréciées également. Pour les auditeurs des Mystérieux étonnants, on se voit la semaine prochaine, lundi prochain, 18h sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitch. Et on sera également disponible sur les mêmes plateformes en rediffusion si ça vous intéresse de nous écouter également en vidéo, mais c'est l'audio en premier. Faites attention à tout le monde. Faites attention à tout le monde. Oui, faites attention à tout le monde. Faites attention à tout le monde. Prenez des petits moments. Il en faut. OK.